Vous êtes un institut particulier parce que vous avez réussi à mettre en place au sein de l'éducation nationale, enfin, une classe où les enfants étaient libres d'apprendre, de venir. Et du coup, je suis curieuse de savoir à quel moment de votre carrière vous avez réussi à mettre ça en place. Enfin, comment c'est venu? Comment vous en êtes arrivé là? D'abord, il n'y a rien qui me prédisposait à devenir enseignant, mais ce qui s'appelle rien du tout, quoi. Ni envie, ni... Je raconte souvent ça, mais années 50, banlieue, grande banlieue lyonnaise, quoi. Et les enfants de 14 ans comme moi, solution, soit on allait travailler chez les parents s'ils étaient agriculteurs, commerçants, choses comme ça, quoi. Envie de révolutionner le monde, rien du tout, quoi. Voilà. Et après, ben, c'est une succession de hasards. Moi, ça n'a été qu'une succession de hasards, quoi. Parce que la première école, pas la première, parce que j'ai passé quand même un an, mon premier poste, ça a été dans une école à 7-8 classes, dans une petite ville des Monts de Tarare. Bon, j'ai passé un an où bah, on s'est tous ennuyés, quoi, les enfants et moi, mais finalement je m'en fichais, puisque pour moi c'était un boulot, quoi, pour gagner sa vie. Et puis qui avait l'avantage par rapport à tous les autres, ben, c'était quand même 3-4 mois de vacances, quoi. C'était énorme. Rien que ça, ça valait la peine, quoi. Enfin, ça valait la peine. Tout au moins, ça inclinait à y rester, quoi. Et le second poste que j'ai demandé, dans lequel je me suis retrouvé, c'est une école du Beaujolais, donc à 2 classes. La première classe, c'était des enfants de 2 à 6 ans. Une trentaine d'enfants de 2 à 6 ans, et la mienne, c'était les enfants de 7 à 14 ans, quoi. Donc, le multi-âge, quoi. Après, pour raccourcir, le hasard a fait qu'un institut Freinet est passé dans ma classe. J'avais enlevé les strates parce que je me cassais la figure, elle était trop petite. Il me dit, tu fais de la pédagogie Freinet? Je ne sais pas ce que c'était. Je suis allé dans sa classe. Et pour moi, la pédagogie Freinet, c'était la solution au multi-âge. C'était en somme pour m'enlever une épingle du pied, quoi. C'est quoi la pédagogie Freinet? Bon, ça fait partie des pédagogies actives. Alors, comment résumer la pédagogie Freinet? Moi, il y a mon fils, il m'a fait le coup une fois. Ouais, les pédagogies actives, c'est les pédagogies où c'est l'enfant qui sont au cœur de l'apprentissage, quoi. C'est pas l'institut. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y avait des techniques, il y avait des pratiques, le plan de travail par exemple. Dans la pédagogie Freinet, tu as des outils qui sont très pratiques. Tu as par exemple le plan de travail, la correspondance. Donc la correspondance, ça permet de faire écrire tout le monde. Les exposés. Donc tu as tout un tas de techniques et d'outils dans la pédagogie Freinet qui permettent de te débrouiller sans obligatoirement suivre des programmes, des progressions, etc., etc. Parce que le problème du multi-âge, en somme, c'est que j'avais en face de moi 7 cours. Alors t'imagines, 7 cours. D'abord, il faut passer de l'un à l'autre. Pendant que tu passes de l'un à l'autre, il faut que les autres ils fassent quelque chose pour pas t'embêter, enfin, etc., quoi. Donc faire de pédagogie ordinaire dans une classe multi-âge, c'est impossible. Donc pour moi, la pédagogie Freinet, ça a été ma porte de secours, comme pour me sortir, en somme, d'une mauvaise affaire. Donc tu as rencontré cet institut qui t'a présenté ça et tu as essayé de le mettre en pratique. Voilà. Et après, bon, tu rentres dans la pédagogie Freinet. Quand tu rentres dans la pédagogie Freinet, tu rentres aussi dans des groupes Freinet, c'est-à-dire avec des collègues, tu discutes, tu échanges, etc., etc. Parce que ce qu'on ne sait pas, ou très peu, on parle de la pédagogie Freinet. Lorsqu'on parle de la pédagogie Montessori, effectivement, Maria Montessori a conçu une pédagogie. Mais Freinet, il n'a pas conçu. C'est pas lui qui a conçu la pédagogie Freinet. Lui, il a été celui qui a dynamisé, qui a provoqué, qui a incité, etc. Mais la pédagogie Freinet, elle s'est construite pendant des dizaines d'années par les échanges de centaines d'enseignants et d'enseignantes, quoi. Ça a été une construction collective, pour moi, assez étonnante, quoi. C'est ce qui distingue la pédagogie Freinet de toutes les autres pédagogies, quoi. Je raconte souvent mon histoire de cantine.
quand on est institut rural, tu prends tout ce qui va avec. Donc il faut s'occuper de la cantine, la gérer, la surveiller, etc. L'équipe de basket. Tu as tout un tas de trucs que tu vas faire, qu'on faisait à l'époque sans se poser de questions, sans savoir si ça faisait partie de notre salaire ou pas, quoi. La cantine, par exemple, quand je suis arrivé, c'était les vieilles cantines avec les immenses tables, une immense table sur des tréteaux, la cantinière qui posait le gros faitout au milieu de la table avec la louche, servait tout le monde, etc. Mais nous, on y mangeait, puisqu'il fallait aussi surveiller. Il fallait aller chercher les légumes, tout ça aussi. Mais on y mangeait. Alors quand tu es obligé de manger, toi, adulte, tous les jours, de cette façon-là, tu te dis non, ça va pas, quoi. Non, ça va pas. Et puis après, tu penses que ça va peut-être pas non plus pour les mômes, quoi. Bon, il s'est trouvé que, donc c'était en 1963, que la Ligue de l'enseignement lançait les restaurants d'enfants. Alors la Ligue d'enseignement, il faut resituer tout ça aussi dans l'histoire, parce que cette Ligue d'enseignement, elle s'était construite avant, à la fin de la guerre, avec le Conseil national de la résistance. Il y a tout un tas de choses. Dans les années 60, on était dans ce prolongement-là, quoi. Et c'était très riche, d'ailleurs. Donc cette Ligue de l'enseignement lançait les restaurants d'enfants. Et elle insistait bien, pas les restaurants scolaires, les restaurants d'enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont comme les adultes. Un adulte ne va pas rentrer au restaurant en se mettant en rang, par exemple. C'est complètement absurde. Il ne va pas attendre qu'on lui dise de sortir pour sortir, ou de rester parce que les autres n'ont pas fini de manger. Et puis, à la face, le mobilier, etc., quoi. Donc, on a transformé la cantine en restaurant d'enfants. Quand on fait ça, il y a tout un tas de choses qui changent aussi, qui changent le regard. Bon, parce que les enfants, quand ils sortent, ils ont fini de manger. C'est comme les adultes. Nous, on va fumer la cigarette, on va s'asseoir dans un fauteuil. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils ne fument pas la cigarette, c'est tout, quoi. Mais bon, il faut qu'ils aient un coin pour un endroit où ils peuvent lire, un autre endroit où ils peuvent écouter de la musique, un autre endroit où ils peuvent se promener dans le jardin. On utilisait le jardin de l'école, etc. Donc, tu es obligé d'aménager tout ce qui est autour. Et ça transforme tout. Petit à petit, tout se transforme. Donc progressivement, tu as transformé ton école, elle est devenue avec des espaces différents, et progressivement, les enfants ont gagné en autonomie. Voilà. Mais c'était quand même dans ce que j'appelle une pédagogie Freinet classique. C'est-à-dire que l'importance du maître, on l'appelle maître à l'époque. D'ailleurs, c'est un mot horrible. C'est un mot horrible. Enfin bref. C'est le maître quand même qui dirige, même s'il ne dirige pas de la même façon, c'est lui qui impulse, etc. Les enfants, on ne peut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Ils font ce qu'on leur permet de faire, ou ce qui est proposé. Les choix sont relativement limités. Il y a beaucoup de choses. Il faut, par exemple, dans la pédagogie Freinet, ça se fait même encore aussi, on parle de texte libre. Mais le texte libre, il y a un texte libre obligatoire. Il faut au moins que tu aies fait un texte libre dans la semaine, par exemple. Mais tu es libre de ne pas forcément le faire... Mais tu dois le faire dans la semaine. Mais tu dois quand même en faire un dans la semaine, pour qu'on ait à le corriger, pour qu'on puisse faire de la grammaire. Bon, oui, donc ce sont des pédagogies où c'est le maître qui est quand même toujours le centre et qui est toujours le plus important. Et avec des contraintes. Aussi. Et avec les contraintes, mais ces contraintes, d'ailleurs, les enseignants les pensent nécessaires. Moi, je les pensais aussi nécessaires. Oui, si on ne les oblige pas à faire des maths au moins une fois par jour, ils ne sauront jamais calculer, ils ne sauront jamais faire des maths, etc. On pense, et sincèrement, moi je le pensais aussi, que ces contraintes étaient nécessaires. Mais quand même, pendant ces 15 années dans le Beaujolais, là, j'ai beaucoup avancé dans la pédagogie Freinet, quoi. Donc, je pense que je l'avais quand même déjà poussé très très loin. Au niveau de la correspondance, c'était plus de la correspondance où on marie, le verbe marier, deux classes ensemble, puis dans chaque classe on marie un tel. Bon, toi tu vas correspondre avec un tel parce que tu as le même âge, etc. Voilà, puis c'est quasi obligatoire. Aujourd'hui c'est correspondance. Alors
il faut écrire au correspondant, etc. Donc oui, c'est toujours dans des cases, dans des choses comme ça. Ben déjà, on avait fait complètement éclater ça, ce qu'on appelait les circuits de correspondance naturelle. Bon, enfin, il faudra des heures pour que progressivement, tu es passé à quelque chose où les enfants, tu avais plus de programme, donc il y avait plus d'heures de maths, plus d'heures de français, plus d'heures de... Non, c'était pas tout à fait ça encore. Hein. Non, on maintenait des choses qu'on maintenait. Mais, on avait le certificat d'études. D'accord, mais à la fin, donc du coup, même à la fin, tu avais encore des moments de cours on peut le dire, oui. Ouais, on peut dire que c'était pas comme en pédagogie traditionnelle, mais c'était des moments où c'était moi qui dirigeais ça. On va dire ça. Hein. On va dire qu'il y avait de nombreux moments où c'était moi qui dirigeais. Et je pense que toutes les pédagogies actives, elles sont dans ce cadre-là. Elles sont ainsi, quoi. Alors après, lorsque je suis allé dans la Vienne, cette fois, c'est pas par hasard. Alors là, il n'y a pas eu de hasard, parce que là, j'ai demandé une classe unique. Et puis là aussi, le hasard a fait que cette classe unique, l'école venait de tomber en classe unique. Hein. Ça s'était fait juste avant les vacances, donc les parents n'avaient pas eu le temps de se retourner pour envoyer leur môme à l'école du village, à l'école du chef-lieu, qui était facile, hein, parce qu'il y a les cars qui amenaient les mômes au collège qui passaient devant toutes les maisons, mais il fallait qu'ils fassent une demande au conseil général, enfin c'était plus trop tard, quoi. Donc tout le village, tous les parents étaient convaincus que c'était la dernière année de l'école. Voilà. Et ça, c'était une chance parce que personne n'avait rien à perdre. Voilà. Donc là, j'avais compris aussi, pendant les 15 années précédentes, j'avais compris que les parents n'avaient rien à faire. Les parents, si on ne travaillait pas avec les parents, bon... D'une part, c'était pas bon pour les enfants, parce qu'à ce moment, les enfants étaient coupés d'un côté par ce que l'école pensait, et puis de l'autre côté parce que les familles pensaient. Donc ça, c'est pas possible. Et puis ensuite, le problème, il est... avant, j'essayais de convaincre les parents que c'était moi qui avais raison, hein, que c'était vraiment la... Voilà. Les parents, ils n'avaient pas spécialement de raison de me croire, quoi. Pourquoi ils auraient cru mieux que moi que le collègue voisin qui était très traditionnel, qui avait aussi beaucoup de réussite au certificat. Je me plaçais involontairement dans une impasse, quoi, ou dans quelque chose qui était pas satisfaisant. Donc là, j'avais compris qu'il fallait travailler avec les parents. Alors, grâce au fait que tous les parents pensaient que c'était la dernière année, là, on a pu discuter. J'aurais dit, je ne peux pas faire comme le collègue d'à côté qui a un seul cours. Et là, tout le monde comprenait bien. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde voulait changer ses mômes, quoi. Donc je dis, on va essayer de faire autrement. Donc j'aurais expliqué, etc. Donc ma base de départ à Moussac, ça a été la pédagogie Freinet. Parce que on peut mieux s'y reconnaître. Il y a des fichiers autocorrectifs. Bon, les fichiers autocorrectifs, c'est un peu comme un exercice. Voilà. J'avais laissé les plages, par exemple. Avant la récré, il y avait la récré, je vais laisser la récré. Donc avant la récré, ça va être l'écrit, etc. Après la récré, ça sera plus les maths. Donc pour les parents, c'était quelque chose quand même. Ça les rassurait. Qui était rassurant. Bon, c'est pas tout à fait comme de mon temps, mais bon. Et puis pour les mômes, c'est la même chose, parce que les mômes, ils sortaient, eux, de pédagogie traditionnelle, quoi. Enfin, voilà. Oui, j'avais demandé aux parents, par contre, on se rencontre au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, tout le monde, pour qu'on puisse discuter des constats que vous faites, quoi. Alors pour qu'ils fassent des constats, il a fallu que je leur ouvre l'école. Sinon, vous ne pouvez pas discuter de quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, il faut que vous puissiez venir quand vous voulez dans la classe, pour n'importe quel prétexte, aucune espèce d'importance, pour voir ce qui s'y passe et comment ça se passe. Mais j'aurais dit, j'exige une chose, c'est que chaque fois vous ayez au moins une critique à faire, parce que c'est... Voilà. Et on discute de ça ensemble au moins une fois par mois, et on voit
on en discute et on voit comment on le fait évoluer. On se donne comme seul objectif, c'est que tous les enfants suivent ensuite au moins aussi bien que les autres en 6e, quoi, au collège. Quoi. Donc, et on est parti sur ces bases-là. Quoi. Et là, c'était assez vite, hein, parce que c'était pas encore tout à fait la communauté éducative, mais ça commençait à y être. Quoi. Quand des parents ils savent qu'on va les écouter, alors pas comme notre président le fait actuellement, quoi, que ce qu'ils vont dire, quoi que ce soit, ça va être écouté et discuté. Si ils se rendent compte que la stratégie, en somme, qu'on a mis en place, qu'elle tourne mal, eh bien, on peut la faire évoluer. Alors, à ce moment-là, cette stratégie, elle est acceptée. On accepte quelque chose que si on sait que si ça colle pas, si ça va pas, on en discute et ça pourra évoluer, quoi. Et là, c'était assez vite, parce qu'après, il suffit d'enlever au fur et à mesure ce qui est inutile. On enlève ce qui est inutile. Bon, je prends l'exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des textes libres, textes libres obligatoires. Bon, à un moment, vous ne le mettez plus obligatoire. Mais à quel moment il faut le mettre plus obligatoire? Mais au moment où les enfants prennent du plaisir à écrire, ont une multitude d'occasions d'écrire. À ce moment-là, c'est fini, vous n'avez plus besoin de le mettre obligatoire. Je prends cet exemple-là, parce que pour que des enfants, ils aient envie d'écrire, dans la vie, en particulier à ces époques-là, à cette époque-là, les enfants, ils ne voient personne écrire. Hein. À la maison, ils ne voient pas les parents se mettre à écrire, etc. Donc il faut arriver à la provoquer. Il y a des tas de techniques qui permettent de provoquer l'envie, la jouissance d'écrire. Je suis parti d'ailleurs pas mal de tout ce que faisaient les surréalistes, le Kandorowsky, l'écriture automatique, etc. Jusqu'à ce que écrire procure du plaisir. Et que ça ne soit pas soumis à un contrôle, à des exigences, à quoi que ce soit. Quoi. Les exigences, on les trouve après. Parce qu'on écrit quelque chose, on veut envoyer ce qu'on a écrit à un copain qui se trouve n'importe où en France. Il faut qu'il le comprenne. Il faut qu'on l'apprenne. L'exigence, là, c'est pas ne pas faire de faute parce qu'il ne faut pas faire de faute. C'est écrire pour que l'autre, il comprenne. D'ailleurs, on pipait les dés quelquefois. Par exemple, un enfant, il écrivait à tel endroit. Alors je me disais, qu'est-ce que je fais? Je laisse partir sa lettre comme ça, ou au contraire, avant, on voit ensemble pour qu'elle soit lisible. Mais quelquefois, si je connaissais le collègue, puis je les connaissais, après on se connaît obligatoirement, je lui donne un coup de fil, ou vous allez recevoir une lettre d'un tel, là, c'est plein de fautes. Voilà. Donc, réagissez si... Voilà. La lettre, elle arrivait là-bas, par exemple, et... il ne comprenait pas. Donc il renvoyait soit un message quand on se servait de Minitel, etc. On n'a pas compris ta lettre, là. Qu'est-ce que tu voulais dire, quoi? Alors l'enfant, il se dit, zut, ils n'ont pas compris. C'est comme ça qu'on provoque l'exigence ensemble, quoi. Et ça vient tout seul après. Et alors, par exemple, pour les mathématiques, tu faisais comment? Parce que ça paraît tellement incroyable qu'on puisse apprendre des mathématiques sans faire de cours. Sur la fin d'ailleurs, on va même plus loin, il ne faudrait même pas provoquer du tout. Mais toujours pareil. Tu racontes par exemple ces exemples d'enfants qui se retrouvaient au tableau et qui faisaient des espèces de recherches mathématiques sur les fractions. Des blancs. Ça, je voudrais des blancs. Toujours pareil, on revient toujours au point de départ. Point de départ, pédagogie Freinet, alors, le calcul vivant. Il faut des tas de... Mais il y a des tas de multitudes
d'occasion d'avoir à calculer, quoi. Hein. Si on fabrique un cerf-volant, enfin, il y a une multitude d'occasions. Voilà, donc on se sert de ces occasions-là comme base de départ. Alors, sauf que c'est de moins en moins collectif. C'est de moins en moins collectif, hein, parce que tout le monde n'est pas en train de faire le cerf-volant. Hein. Donc on joue avec tout ça. Tiens, Pierrot, il faut qu'il aille mesurer un truc, là-bas il sait pas faire, et quelqu'un peut aller l'aider. Et puis à ce moment-là, nous, les adultes, eh bien, on est là derrière, et on provoque sans arrêt. Si tu le dessinais là, hein, et si tu faisais ceci, tu pourrais essayer ça. Donc il y a tout ce travail qui se fait, donc il y a tout aussi l'infinité d'interactions qui se passent entre les uns, entre les autres. Alors soit c'est quelque chose d'ailleurs de conscient, soit il y a toutes les interactions inconscientes qui se passent comme ça. Donc on s'aperçoit à un moment, tiens, il sait lire. Tiens, il sait faire ça. Où est-ce qu'il l'a appris, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que de façon informelle, c'est possible. Ouais. Et ça commence comme ça. L'informel commence comme ça. Mais cet informel, on peut le provoquer plus loin. Alors, par exemple, dans inventer des maths. Si nous, on ne provoque pas, personne n'a l'idée qu'il peut inventer des maths, hein, ou que ce qu'il vient de faire, là, c'est des maths. Donc c'est nous qui poussons, qui intervenons, jusqu'à faire l'imbécile. Des fois, je prends au début, après il n'y a plus besoin de le faire. Au début, je dis, regardez, moi j'ai inventé un truc en maths, quoi. Ah bon, il a inventé un truc en maths. J'ai un truc complètement abracadabra, qui n'avait rien à voir avec des maths en apparence. Et moi, je dis, c'est ça, des maths. Et puis on joue, on continue de jouer, et puis après c'est eux-mêmes, hein, qui le font. Donc c'est des dynamiques à enclencher, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a même pas aucun savoir fondamental qui est nécessaire d'apprendre formellement. On peut tout apprendre informellement. C'est l'histoire de sa souris morte dans la cour. C'est-à-dire que la souris morte, après il faut faire un enterrement, donc il faut faire un cercueil, il faut calculer le bois pour le cercueil, il faut faire tout ça, c'est l'histoire de ça. Par exemple, c'est une souris morte dans la cour. Et ça fait tout d'un truc, ça fait un cours d'histoire, ça fait un cours d'architecture, ça fait un cours de mathématiques, et des fois, ça fait rien du tout. Un cours de menuiserie, et quelquefois ça fait rien du tout. Mais c'est comme ça. C'est pas d'importance, quoi. Voilà. C'est pour ça. Mais pour ça, il faut donc qu'il y ait une dynamique, et puis que ça soit pour la vie, quoi. Sauf que dans une école, il y a du matos, il y a des microscopes, il y a des tas de trucs. Donc, des choses qu'on ne ferait pas à la maison, qu'on n'aurait pas l'idée de faire à la maison. Ouais. Et bien là, ça y est, c'est provoqué. Tu avais aussi aménagé c'est ça qui est important. Ton école, l'école des enfants, tu l'avais aménagée avec des espaces très variés. On voit dans une vidéo qui a été tournée dans les années 90, on voit qu'il y a plein d'espaces différents. Mais ça, c'est même la base. C'est la base de ce que je voulais te dire. C'est pareil que le restaurant. C'est-à-dire que la structure, et c'est une mise en place de structure qui fait que les prises d'initiative vont pouvoir être possibles. Atelier, ça, c'est vraiment une architectonie de la classe, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le plus important. Souvent, dans toutes les écoles que j'ai vues depuis une trentaine d'années, quoi, c'est presque la première chose que je leur dis, quoi. La première chose que je dis, parce que moi j'ai vu beaucoup d'écoles alternatives, donc récemment, il y a un grand espace, et instinctivement, tout est mis contre les murs, etc., et puis un grand espace au milieu, quoi. Et puis quand on discute, les animateurs, animatrices, enfin, ils disent, ah oui, mais quand même, hein, ça fait du bruit. Évidemment, parce qu'on s'interpelle d'un bout à l'autre, quoi. Et puis, ce qui est entrepris n'arrive pas à se poursuivre. Ah oui, parce que si je prends n'importe quelle histoire, l'histoire du poisson, par exemple, si on met un poisson à l'atelier science, en train de le disséquer, etc. Si le soir, faut le ranger dans un placard, etc., on va pas le ressortir le lendemain, il sentirait mauvais d'ailleurs. Mais tant que s'il y a un atelier science, ça reste,
ça se poursuit, les autres peuvent venir voir. Voilà. On peut s'arrêter, reprendre, ouais, c'est ça. Mais j'avais aussi ce que j'avais, parce que ça, j'ai mis quelque temps à le faire, mais c'est surtout à Moussac. Mais déjà, ça avait commencé avec les maths modernes. Parce qu'il y a toutes les maths modernes, hein, la période des maths modernes qui nous ont vraiment beaucoup aidé, quelques-uns, à comprendre que les maths, c'était pas quelque chose qu'on apprend, c'était vraiment un langage, c'est-à-dire une façon de percevoir le monde, de créer le monde, quoi. Pas seulement de le percevoir, mais de le créer. Qu'est-ce qu'on avait à se construire, qu'est-ce qu'on se construit naturellement, c'est pas du tout des choses, des apprentissages, c'est des langages. Et un langage, c'est ce qui permet de créer des mondes. Donc, créer le monde de l'écrit, créer le monde mathématique, créer le monde scientifique, etc. Chacun de ces mondes, c'est une création, simplement. Et c'est quand j'ai eu pigé ça, alors vraiment, j'ai été libéré complètement. Là, j'ai été libéré complètement. Et est-ce que, en laissant les enfants libres d'apprendre informellement, ils ont le même niveau en maths, en lecture, en écriture que les autres qui apprendraient de façon formelle? Oui, mais alors, l'école, elle a perduré 35 ans comme ça. Et le seul contrat qu'on avait avec les parents, enfin que j'avais avec les parents, c'était qu'ils suivent au collège. Et ils ont tous suivi au collège. Sinon, d'une année à l'autre, l'école serait vidée, quoi. Voilà. Mais c'est facile à comprendre, hein, parce que je reviens à mon idée de langage. Donc, pour moi, les langages, ce sont des outils neurocognitifs. C'est-à-dire, c'est des réseaux de neurones qui se créent, qui se construisent par une infinité d'interactions, ce qui est confirmé maintenant par les neurosciences. Hein. Maintenant, c'est complètement confirmé. Mais une fois qu'on a ces outils, on peut tout faire avec, quoi. Les profs du collège ne se sont jamais aperçus, il n'y a aucune leçon de grammaire, aucune leçon d'histoire, ils ne s'en sont jamais aperçus. Parce que, eh bien, les outils qui s'étaient construits, ça leur permettait d'appréhender à peu près tout ce que les profs demandaient, quoi. Là où c'était le plus drôle, c'était en histoire, quoi. Parce que pour le monde enseignant, hein, l'histoire c'est sacré. Hein. Jeanne d'Arc, les profs ne s'apercevaient pas que Mémon n'avait jamais fait d'histoire, alors que tous les autres, ils s'étaient farcis quand même des années à apprendre Clovis et compagnie, quoi. Voilà. Bon, mais d'abord parce que ces apprentissages-là, c'est que des mots, en somme, que ces mots, tous ces enfants ont plus ou moins mémorisé à un moment jusqu'au lendemain, c'est volatile, et tout ça avait disparu. Alors que les miens, ils avaient les instruments qui étaient capables de percevoir le temps, de percevoir les liaisons, les relations qu'il faut faire entre des événements passés, des événements présents, etc., etc. Parce que l'histoire, c'est ça, hein, c'est pouvoir faire des relations et faire naître quelque chose, des relations qu'on établit entre des informations qui vont avoir 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, etc., les unes avec les autres, et c'est comme ça que se construit l'histoire. Donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anciens élèves, pas mal. Il y en a au moins 3 ou 4 à Moussac qui sont venus soit géographes, soit historiens, quoi. En fait, tu leur donnais des outils et pas un savoir. Non, je leur donnais pas les outils. Non, mais tu leur donnais pas un souvenir, mais tu leur donnais les moyens d'avoir les outils pour de se les construire. Savoir. Parce que pour moi, tout le problème était là. Ouais. Que les enfants se construisent tous ces outils cognitifs. Il y a un autre aspect des outils, c'était l'aspect relationnel. Parce que dans les classes traditionnelles, on voit qu'il y a un rapport très hiérarchique avec des punitions, des sanctions, voire des conseils de justice. Toi, comment tu fonctionnais? Parce que c'est la crainte de beaucoup de parents ou de beaucoup d'instits, c'est que les enfants se tapent dessus et qu'il y ait tout le temps des conflits, des désaccords. Moi, je veux pas ranger l'endroit. Tu vois, ce que même les couples vivent aussi. Comment tu faisais, toi, pour que ça soit... comment tu gérais cet aspect relationnel et comment ça s'est passé? Alors, je reviens toujours pareil. Point de départ, une pédagogie active. Hein. Ça peut être, moi, c'était Freinet, ça peut être, j'allais dire, n'importe quelle pédagogie active. Bien. Mais elle permet que s'établisse, pour moi, une culture, ce que j'appelle vraiment une culture.
Une culture où les comportements des uns avec les autres, les comportements par rapport à moi et mes comportements à moi par rapport aux autres, tout ceci se modifie, se transforme complètement. C'est-à-dire qu'on passe donc dans une autre culture, quoi. On peut mettre des grands mots, hein, solidarité, tolérance, etc. Bon, il n'y en a même plus besoin parce que tout ça, on s'aperçoit que c'est naturel. On s'aperçoit que c'est vraiment naturel. Bon, c'est là aussi que moi j'ai théorisé ça avec les structures dissipatives du physicien, là, il y a Prigogine. Au lieu de voir en somme l'espace scolaire avec des emplois du temps, etc., j'ai essayé de voir comment il pouvait avoir une structure de base, hein, un embryon de structure. Et cet embryon de structure, il était simple. Au niveau de l'espace-temps, c'était dans la journée ce qu'on appelait la réunion, c'est-à-dire un moment où tout le monde se retrouve. Il y a 1000 raisons d'ailleurs que l'on a de se retrouver, ne serait-ce que de se sentir physiquement. Dans toutes ces réunions, on est là, côte à côte, on se touche pour que on ait la perception qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un collectif. Puis il faut retrouver la confiance entre les uns et les autres, etc. Enfin, c'était l'espace-temps central de ce que j'ai appelé la structure dissipative. Ensuite, c'était l'aménagement, c'est-à-dire tous les ateliers permanents, ça fait partie de la structure. Donc on a ces deux piliers essentiels. Le troisième pilier, c'est la communication, c'est pouvoir que toutes les informations, celles de l'intérieur, celles de l'extérieur, tout ça puisse se croiser, se brasser, etc. Quand je parle information, vous êtes une information, c'est une information. Parce que quand on entend information, on ne pense qu'à la radio, aux informations, aux livres dans lesquels... voilà. Alors que tout est information, une odeur est information, etc. De telle façon que dans cet ensemble-là, toutes les interactions peuvent avoir lieu. Alors, je reviens à ta question. Dans un système, il y a des dysfonctionnements. D'abord, cette structure, en particulier à partir de la réunion, modifie sans arrêt la structure. C'est-à-dire, un enfant amène un poisson, il est dans un bocal, on va aménager l'espace, il faut qu'on fasse un espace pour le poisson, un aquarium, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ce poisson? Il faut le nourrir. Donc oui, tout ça modifie, complexifie sans arrêt la structure. Ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne presque sans arrêt. Un enfant, il n'a pas rangé l'atelier peinture. Bon, comme il n'a pas rangé l'atelier peinture, on ne peut plus faire peinture, quoi. Alors c'est que là, je distingue vraiment deux choses, toi. C'est embêtant pour tout le monde, hein. Bon, soit on va agir sur le comportement de l'enfant qui n'a pas rangé l'atelier peinture. Non, c'est pas bien ce que tu fais là. Hein. Si tu recommences, tu auras une punition, ou on te punit parce que tu n'as pas rangé. Non, là, on veut agir sur le comportement de l'enfant. D'ailleurs, toute notre société agit sur les comportements. Là, non, pas du tout. Nous, à la réunion, il y a un problème parce que l'atelier peinture n'était pas rangé. Bon, mais peu importe que ce soit un tel ou un tel, ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi il n'était pas rangé? C'est pas forcément des comportements, c'est parce que on ne laisse pas le temps de ranger, parce que c'est mal foutu, très difficile d'y ranger, ou c'est facile de déranger, enfin bref. Donc on travaille sur la cause du dysfonctionnement, mais pas sur le comportement de celui qui aurait causé ceci, quoi. Il n'y a pas de sanction. La sanction... Donc tu discutes avec l'enfant éventuellement pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, ou c'est les ensemble. Enfants entre eux? Ensemble, non, les enfants. Ah non, les enfants. Là, sur ces dysfonctionnements, c'est absolument ensemble. Ouais.
ensemble. Mais vous discutez. Mais là, je fais mon boulot d'adulte. Hein. Oui, oui. Je fais mon boulot d'adulte. Oui, Si c'est moi qui le fais à leur place, à ce moment-là, moi, je suis obligé d'agir sur l'enfant. Non, c'est le collectif. Donc là Bon, encore, à la réunion, on dit on ne peut plus faire la peinture. C'est drôle parce que tu parles encore d'architecture intérieure en fait. C'est-à-dire que de mise en disposition, et les comportements ils sont toujours en interaction avec où on est. Aussi une posture particulière, si tu laisses le problème émerger, tu cherches pas à le solutionner, et tu cherches à ce que les causes profondes soient solutionnées par les enfants en discutant entre eux. Ouais, mais jamais en pointant un coupable. C'est pas bien, t'as pas Voilà. rangé quoi. Ouais. Oui, oui. Il n'y a pas de coupable. Si quelqu'un ne va pas ranger l'atelier peinture, c'est pas, il n'a pas fait exprès pour emmerder tout le monde. Et est-ce que jamais un enfant va faire ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais vu dans les conseils de justice qui étaient menés par les enfants, où tu vois de quoi je parle? Oui, je vois ce que... Tu peux en dire 2 mots sur raconter ce que tu avais vu, parce que c'était... Oui, Ouais, ça. faut pas qu'ils soient fâchés, hein, parce qu'ils ne se rendent pas compte, quoi. Mais un conseil de justice, alors, avant le conseil de justice, il faut qu'il y ait des règles. Très bien. Des règles qui règlent la vie. Mais pour régler la vie, il faut une quantité incroyable de règles. C'est-à-dire que, moi j'ai vu dans ces écoles, il y avait des règles affichées partout. Souvent, j'ai fait la comparaison avec le pilote d'avion qui, avant de démarrer, il faut qu'il fasse le checklist. Là, c'était presque pareil, quoi. Bon, et on passe sa vie à est-ce que j'ai respecté la règle, ou à être confronté, oh mais t'as pas respecté la règle, etc., quoi. Jusqu'à quelquefois de l'absurdité. J'ai vu une fois un enfant qui était au conseil de justice, il était accusé d'avoir couru. Parce qu'il y avait une règle, il ne faut pas courir dans les locaux. La règle se justifiait, il ne faut pas courir dans les locaux, bon, évidemment, sinon on fait tout tomber. Et là, l'enfant disait, mais j'ai couru parce que j'étais pressé. Ah oui, mais non, mais t'as pas à être pressé, en somme. Les règles se mangent la queue toutes seules, quoi. Et les règles sont aussi utilisées comme une violence contre d'autres enfants. Pas une violence des adultes, mais utilisée par des enfants. D'ailleurs, je veux dire, dans la vie, hein, c'est comme ça qu'on utilise aussi la justice. Hein. On utilise la justice, soi-disant, qui est là pour rendre la justice. En réalité, c'est comme une violence contre telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes. Mais là, j'ai vu des enfants utiliser le conseil de justice pour démolir complètement un autre enfant. Et c'était très facile. Et cet enfant-là, il était très fort, il était très habile, il avait tout compris. Il avait absolument tout compris. Et il a rendu un autre enfant complètement en pleurs, lui, tout en respectant absolument les processus qui étaient justifiés. Peut-être juste pour préciser, c'est qu'il y a certaines écoles alternatives aujourd'hui qui utilisent Oui, le conseil de justice. Il y a les conseils de justice, mais tu vois, tu l'as vu, tu as vu des conseils de justice dans les écoles Freinet. Dans les écoles Freinet... Dans certaines écoles où il y avait alors, à ce moment-là, c'est dans les écoles, dans ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. Parce que dans la pédagogie institutionnelle, donc, qui a été une des branches de la pédagogie Freinet dans les années 50-60, donc là aussi, il y a la loi, l'établissement de la loi, et ensuite, les sanctions à la loi. Voilà. Et j'ai vu, alors cette fois à Vence, donc l'école Freinet de Vence, hein, qui a été maintenue telle qu'elle était à la mort de Freinet. Donc j'ai vu une réunion, ça, magnifique d'ailleurs, hein, parce que c'était à l'extérieur, dans un amphithéâtre, comme un théâtre de verdure. Et j'ai vu des enfants accusés par des commissaires politiques, quoi, qui se retrouvaient derrière, même la position. Il y avait la position, les 3 ou 4 enfants, c'était leur tour de diriger le conseil, hein, je ne sais plus comment il l'appelait, quoi. Et transformé en commissaire politique, quoi. Et les adultes inertes. Inertes parce que, ah bah oui, mais c'était la procédure, c'était... Donc là, l'enfant se faisait condamner. Une fille qui était condamnée par ce conseil de justice. Oui, la gamine était en pleurs. Puis après, elle leur dit, bon, mettez-moi n'importe quelle sanction. C'est le jeu, hein, c'est le jeu de la violence aussi. Hein,
Et je pense qu'il y avait de ça. C'est un pouvoir qu'on a aussi de se venger de quoi, je ne sais pas. Mais cet enfant, effectivement, était en pleurs. Et les adultes, ils étaient inertes, quoi, parce que c'était comme ça que c'était prévu, la procédure, en quelque sorte. La procédure était suivie. Et on peut pas, des groupes ne peuvent pas fonctionner uniquement parce qu'il faut suivre une procédure, quoi. Une procédure, c'est ce qui est écrit sur un papier, c'est ce qui a été prévu à l'avance, mais souvent je leur disais, vos règles, ce n'est que du papier, c'est rien d'autre que du papier. Ok. Donc j'ai une question sur les contrôles. J'imagine que tu faisais pas de contrôle. Mais pourtant, la seule règle que vous étiez fixée avec les parents, c'était que les enfants en 6e puissent suivre l'enseignement du collège. Du coup, comment faire quand il n'y a pas de contrôle pour savoir où les enfants en sont dans leur apprentissage? Mais je contrôlais sans arrêt. Mais toutes les secondes. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec entre 20, 25, même 30 enfants, 30 enfants qui font des tas de choses, qui n'arrêtent pas de faire des choses toute la journée, quoi. Eh bien, moi, j'arrêtais pas de voir ce qu'ils faisaient. Mais je savais, sans avoir à faire de tests ou n'importe quoi, que tel enfant, il écrivait remarquablement, ou qu'il mettait un certain temps pour rendre un texte lisible, ou, etc. Mais il faut que ces enfants ils soient dans leurs activités, dans les leurs d'activités, pas dans celles que moi je leur demande de faire. Et à ce moment-là, n'importe quel adulte, mais j'allais dire n'importe quel adulte, il voit, quoi. Surtout qu'au niveau de toute l'école primaire, hein, du stade primaire, je veux dire que qu'est-ce qu'il doit faire à la sortie? Alors, lire et écrire. Et utiliser les numérations, et manipuler les numérations. Et est-ce que ça marchait pour tout le monde? Tous les enfants arrivaient à être... Ah oui. Donc j'ai une question de ma fille qui est la suivante. Elle a vu tes vidéos où on te voit à l'œuvre, et elle me demandait, mais les enfants, ils sont quand même obligés d'aller à l'école, et puis ils ont l'air d'avoir des activités obligatoires. Alors comment tu faisais par rapport à cette obligation des enfants? Est-ce qu'ils venaient volontairement, ils avaient du plaisir à venir, ou est-ce qu'il y en a qui arrivaient en retard? Alors d'abord, c'est une école publique, hein. Donc pour toutes les familles, pour les familles, l'école était obligatoire, quoi. Dire que de ce côté-là, les familles, elles ne se posaient pas de questions. L'instruction était obligatoire. Oui, mais pour je suis d'accord. Mais pour ces familles-là, c'est pas l'instruction, c'est l'école. Oui. Il y a l'école, il faut qu'ils aillent à l'école. J'en reviens un petit peu à ce que je dis sans arrêt, quoi. C'est une culture qui s'est instaurée peu à peu. Donc, peu à peu, d'ailleurs, au début, les enfants, ils arrivaient tous à 9h au début. Puis à 8h, puis l'été même à 7h, 7h30, etc. L'école étant ouverte, voilà. Et puis il y en a qui sont arrivés à 9h15, il y en a qui arrivaient régulièrement, pas avant 10h. Un petit Clément, il n'arrivait pas en 10h, probablement parce qu'il avait besoin de dormir, puis aussi parce que souvent son père l'oubliait, quoi. Et tout ça, petit à petit, c'est devenu naturel. Tout ça, c'est devenu naturel. C'est-à-dire que donc au niveau de l'arrivée dans l'école, naturellement, mais personne ne se posait même plus la question. Personne ne se posait plus la question. Pour la sortie, par contre, donc l'heure officielle, c'était 16h30. Donc si un enfant voulait partir avant 16h30, bon, je demandais à ce que les parents soient au courant. Ça arrivait, hein. En général, c'était à la demande des parents, ils auraient des courses à faire, des choses comme ça. Bon, ils venaient prendre l'enfant à 15h, enfin quand ils voulaient, quoi. Absolument quand ils voulaient. Quant à la sortie, par contre, il n'y avait plus de faim. Après 16h30, il n'y avait plus de faim. Donc il y en a qui restaient 5h jusqu'à 6h30. Bon, alors
Et l'été, il arrivait même à ce qu'il y en ait tout le temps, quoi. Parce qu'il venait dans le jardin, il venait continuer des trucs dans le jardin, il venait écouter de la musique, etc. Et on avait aussi ouvert le mercredi. Donc, ah oui, là, c'était déjà le mercredi. Donc, le mercredi, pareil. Puis ensuite, le samedi. Et puis ensuite, pendant les petites vacances. Et puis ensuite, par contre, le mois d'août, officiellement, elle était fermée. Donc, elle était ouverte en permanence. Et toi, tu y étais tout le temps ou tu partais, tu laissais les enfants seuls? Alors, j'y étais pas tout le temps. Mais c'est pareil, on se rend vite compte, est-ce qu'on peut les laisser, est-ce qu'on ne peut pas les laisser? Là aussi, c'est une culture qui s'instaure. L'histoire de faire confiance aux enfants, c'est d'ailleurs faire confiance à n'importe qui, on ne fait pas confiance comme ça, c'est que petit à petit, on se connaît, etc. Et on sait que c'est possible. Et arrivé un moment, je savais que c'était possible pour tout le monde, quoi. T'as des enfants qui sortaient pour aller faire un reportage, pour aller à la poste, pour aller chercher de l'eau à la fontaine, j'en sais rien. Ça pendant le temps scolaire. Il y a des enfants au début, par exemple Sébastien, au début je dis non Sébastien, j'aime mieux que tu sortes pas toi pour l'instant encore, parce que je savais que le Sébastien qui venait d'une autre école et qui était explosif, qui avait pas mal de problèmes, je savais que là il y avait un risque. Donc je ne le laissais pas sortir au début. Et puis au fur et à mesure que ça y est, et ça vient très vite, Et à la fin, je savais que Sébastien pouvait sortir. Non. Quand tu étais un tout petit, mais il y a toujours un grand qui se proposait, une fille, un garçon, je vais avec lui. Et voilà, quoi. Mais ça il n'y a pas besoin de... On sent... on sent qu'un enfant, il peut faire quelque chose, ou qu'il ne peut pas encore trop le faire, donc on va mettre un peu des freins, parce que c'est... Je veux dire que ce que vous faites avec vos enfants, quoi. Je veux dire que presque ce que tout le monde fait avec ses enfants, quoi. J'ai une question par rapport aux horaires d'école. Comment ils considéraient, par rapport à la notion de travail, comment c'était considéré? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que c'est du travail? Oui, mais c'est le mot travail qu'on avait. On parlait plus de travail. Non, on parlait plus de travail. C'est le mot travail. Parce que c'était une continuité. Les mômes, ils arrivaient le matin. Mais ils arrivaient le matin, ils débarquaient pas de la Lune. Ils venaient de chez eux. Il a pu se passer quelque chose chez eux. La veille, ils pouvaient le prolonger à l'école. Ils le prolongeaient. Souvent, c'était comme ça. Où ils prolongeaient ce qu'ils avaient fait la veille. Je sais pas s'ils étaient avec un microscope, par exemple. Quand ils sont allés chez eux, ils n'avaient plus de microscope. Donc, ils reprennent leur microscope le lendemain en arrivant, quoi. Moi, je ne parlais plus de travail, c'était l'activité. Un enfant, il est tout le temps en activité. Même quand il fait rien, il est en activité. C'est pas ça le vrai travail. Voilà. Si, c'est ça. La notion de travail, elle est terrible parce que elle est obligatoirement négative, quoi. Pour ça, d'ailleurs, que là, en pédagogie Freinet, il n'arrive pas à se débarrasser de ce mot travail. Plan de travail, etc. Moi, j'entends souvent des collègues, mais c'est bien tout ce qu'ils font, quoi. Puis ils disent, oui, mais... celui-là, j'arrive pas. Il fait des tas de trucs, mais alors, j'arrive pas à le faire travailler. Vous vous rendez compte? J'arrive pas à le faire travailler. Il faut éliminer ça, il faut éliminer cette espèce de truc qu'on va distinguer, travail. Même Freinet, pour lui, le travail, c'était le travail qui a une utilité sociale. Alors que le jeu, c'est gratos. Le jeu, c'est gratuit. Le jeu, ça sert à rien, quoi. Et on fait des distinctions. Même Montessori faisait ces distinctions. Alors que non, il n'y a aucune distinction à faire entre jeu et travail, quoi. Un enfant qui va graboter dans une fourmilière, il joue, On va dire qu'il joue. Voilà. Et puis le scientifique qui lui est avec ses éprouvettes, etc., il joue plus, il travaille. Mais si, il joue. Mais aussi, bien sûr qu'il joue, il trouve du plaisir et il découvre des choses. Tu dois peut-être savoir que cet été, en juillet, il y a le gouvernement l'Assemblée nationale qui a fait une mission flash sur la déscolarisation, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de parents qui sortent leurs enfants de l'école pour différentes raisons, parce que les enfants sont mal, parce que les parents ne sont pas d'accord avec les choix pédagogiques, etc.
Du coup, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, en laissant les enfants libres d'apprendre, au contraire, les enfants veulent aller à l'école, ils viennent même plus sur des horaires qui s'étalent dans la journée, que tu ouvres en plus les mercredis, voire même les dimanches, même pendant les vacances. Donc, potentiellement, ça pourrait être une proposition qui pourrait intéresser le gouvernement. Enfin, c'est... Tout le monde le sait, l'école, elle n'est pas faite pour les enfants. L'école, elle a toujours été créée pour l'intérêt d'un État et de la société que cet État défend. De Guizot le disait, Jules Ferry le disait, etc., etc., etc. Donc, c'est pas la peine de demander à un État de faire de l'école quelque chose qui soit pour les enfants. Bon, même s'ils vont le dire, bien sûr, ils ne vont pas dire à la population l'école, elle n'est pas pour les enfants, elle est pour coincer vos enfants. Elle les appelle plus les enfants, d'ailleurs. Depuis longtemps. Oui, d'ailleurs, on les appelle, tiens, ça c'est vrai, l'école n'a pas affaire à des enfants, elle a affaire à des élèves, donc ce sont des objets. Donc c'est pour ça que toute la chaîne industrielle, elle est là-dedans, quoi. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas compris que l'école, c'est l'école de l'État, c'est pas parce qu'on met public derrière que ça change grand-chose. C'est pour ça aussi que l'ensemble de la population, elle accepte l'école parce qu'elle croit que sans elle, les mômes n'apprendront rien. Elle est dans cette représentation-là. Donc c'est pour ça qu'elle laisse ce pouvoir extraordinaire à l'école, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que tu penses des ministres qui maintenant se revendiquent des neurosciences et indiquent la méthode parfaite pour apprendre à lire et écrire? Puis une deuxième question après sur tous les 10, tu vois, les 10 calculiques, 10 praxis, est-ce que tu en as eu? Ouais, alors sur la science, quoi. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple de l'agriculture. L'agriculture industrielle, elle s'est basée vraiment sur la science. C'est la science qui a produit l'agriculture industrielle. On sait ce qu'en est advenu. C'est la même chose si on veut faire la culture d'enfants, si on veut cultiver des enfants par rapport à la science, c'est exactement la même chose. D'autre part, la science biologique du temps de l'agriculture industrielle, elle était quand même très avancée, elle était quand même pas mal avancée. Cette agriculture industrielle, c'est quand même basé sur des choses toujours justes, sur des choses qui sont avérées toujours exactes. Les besoins des plantes, ou les choses comme ça. Bon, ça n'a pas été modifié. Ça s'est bien complexifié depuis, mais ça n'a pas été modifié. Tandis que, au niveau des neurosciences, on veut se baser, en particulier ce ministre-là, sur des choses qui ne sont pas du tout avérées, par contre. Ce sont des balbutiements. Donc Stanislas Dehaene, par exemple, quand il dit « Ouais, les enfants, ils apprennent à lire comme ceci et comme cela, parce que leur cerveau, il apprend comme ceci et comme cela. » Il faut voir d'abord sur quoi il s'est basé. Il s'est basé, comme tout scientifique qui fait une expérience, il faut qu'il ait des données simples, n'est-ce pas, qu'il puisse mettre dans des statistiques et des choses comme ça. Bon, donc là, il a pris des enfants, il a remis des électrodes sur la tête pour lire les images provoquées dans le cerveau par des enfants apprenant à lire avec une méthode. Alors, il y a des enfants qui apprennent à lire sans méthode. Ah oui, mais ça, c'est pas possible, parce que pour un scientifique, il peut pas le faire. Pour un scientifique, il faut que les données soient les mêmes pour tout le monde. Si elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, il ne peut rien en tirer. Bien. Puis, il a interprété des images cérébrales. Bon, ça doit faire quelques années à peine qu'on voit des images cérébrales. Donc, son interprétation, alors, elle est vraiment... on peut en faire 1000 interprétations différentes. Donc, ce ministre qui va obliger tous les enfants d'une population à apprendre parce qu'un neuroscientifique aura dit que ça se passe comme ça, c'est de la folie absolue. Si on interroge et si on discute avec d'autres neuroscientifiques, ils le disent. Ils le disent que c'est aberrant que Stanislas Dehaene ait tiré de telles conclusions d'observation et d'une expérience qui est sommaire, qui est simpliste, donc c'est complètement aberrant. Donc c'est pour ça que... Alors ça ne veut pas dire que les neurosciences ne sont pas utiles. Moi c'est les neurosciences, elles m'ont éclairé.
souvent je dis, ah tiens, c'est Jean-Yves. Jean-Yves, alors j'étais dans un bouquin que j'ai appelé L'école de la simplexité, et il y avait longtemps hein, que j'avais tout écrit, et il me manquait quelque chose. Et un matin, Jean-Yves, là, il m'appelle au téléphone, il écoutait France Culture, il me dit, Bernard, prends vite France Culture, il y a un type à ce moment-là, il s'appelle Alain Berthoz, et il parle de la simplexité. Bon, je pense moi aussi sur France Culture. Et bon, ce neuroscientifique, ce concept de la simplexité, eh bien, il a éclairé tout ce qui s'était passé, tout ce que je faisais, enfin ce que les enfants faisaient, ce que d'autres classes uniques faisaient, avec ce concept de la simplexité, tout s'éclairait. D'ailleurs, en somme, c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Simplexité, c'est quand même, faut que tu me rappelles, c'est le mélange de... C'est simple et complexe. Voilà. Oui, on va dire ça. Ouais. Moi, je le traduis par des actions simples déclenchent des phénomènes extrêmement complexes qu'on ne peut pas maîtriser. On ne va pas maîtriser la complexité en somme, mais elle se provoque, elle se déclenche par des actes simples en somme. Donc, par exemple, comment tous ces langages se construisent. Alors, des scientifiques comme Dehaene, ils veulent voir exactement comment ça fonctionne. Donc, ce qui est complètement absurde. Ces langages, ils se construisent par ce qu'on disait tout à l'heure, l'aménagement. On ne sait pas comment l'enfant apprend à lire. On ne le sait pas. Par contre, on sait que s'il est dans un endroit où il n'y a aucun livre, qu'il n'a jamais vu de livre de sa vie, il n'apprendra jamais à lire, effectivement. Quoi. Oui, en somme, la simplexité, c'est ça. Un petit peu comme, je le répète sans arrêt, parce que comment un enfant apprend à parler, uniquement parce que quand il débarque, il y a des gens autour de lui qui lui parlent, et puis aussi parce qu'il a besoin de parler pour appartenir à une entité qui assure son état sécure, parce que y a tout ça aussi qui est dedans. C'est vraiment la complexité, c'est vraiment la complexité. Mais le départ, lui, il est simple. Le départ, il est simple. Et c'est ce départ simple qui enclenche tout un tas de choses, quoi. On assiste aujourd'hui à plein d'enfants qui sont 10, comme s'il n'y avait pas eu d'enfants 10 dans les années 80, ou 50, 60, 80. Alors, est-ce qu'il y a une réalité de ça? Est-ce qu'on mesure vraiment quelque chose qui apparaît? Ou est-ce que c'est le système qui le crée et que ça apparaît davantage aujourd'hui parce qu'on le mesure? Et donc, du coup, toi, est-ce que tu avais des enfants dits 10? Enfin, je pense que non, mais je voudrais t'entendre là-dessus. Oh ben, j'en ai probablement eu. Statistiquement, en 40 ans, il y a dû en avoir. Bon, ben, il y en a que j'ai probablement pas vu. Quant aux autres, ils se sont débrouillés. C'est-à-dire, quand tu dis qu'ils se sont débrouillés, quand ils sont sortis de l'école, ils savaient lire, écrire, ils avaient pas. Ils avaient créé des stratégies. Ils ont trouvé les moyens de ne pas être embêtés par ce dysfonctionnement. Oui, ça paraît surprenant. Hein. Je me suis quand même posé la question après. En me disant, Bernard, si ça se trouve, tu as des enfants, tu les as pas aidés, tu les as pas... voilà. Parce qu'on parle 10, mais tous les enfants sont différents. Hein. Donc je suppose qu'on doit tous être plus ou moins 10, plus ou moins gauchers, droitiers, etc. Il n'y a rien qui me semble pouvoir dire qu'il y a des anormaux et des normaux, quoi, en quelque sorte. Quoi. Donc chacun va fonctionner par rapport à ses possibilités, quoi, qui sont toutes différentes des uns des autres, quoi. Donc, un enfant 10, bien sûr, si on l'oblige à apprendre comme ceux qui ne sont pas du tout 10, donc be, aba, tadin, etc., mets-les dans l'ordre, et tout ça, ils ne vont pas y arriver, quoi. Ils vont pas y arriver. Bon, mais parce qu'eux, ils vont procéder autrement. Mais comment ils procèdent? Moi, j'en sais rien. Mon boulot, il est de leur permettre de procéder à leur façon, quoi. Mais je ne sais pas. Ils vont être entourés de bouquins, tout le monde va avoir besoin de lire, besoin d'écrire, besoin
comme on a besoin de parler. Si on revient à l'histoire de la parole, bon, sauf si on est muet ou sourd, et encore, on pourrait revenir là-dessus. Mais tous les enfants apprennent à parler, quoi. Les 10, où le problème est visuel, il est peut-être auditif aussi. Parce que nos neuroscientifiques, ils ont peut-être jamais pensé à regarder que la dyslexie, elle était peut-être aussi au niveau de l'audition. Parce qu'ils n'y ont pas pensé à chercher. Et ils sont tous débrouillés à apprendre à parler. Ça. Ah ouais, Ouais. Ils sont tous débrouillés à apprendre à parler, mais à leur façon. À leur façon. Mais tous. Hein. Parce que ça, c'est phénoménal, hein, que tous les enfants apprennent à parler. Alors que cette fois, les neuroscientifiques le reconnaissent, c'est le plus difficile qu'ils auront à faire. Hein. C'est vraiment la chose la plus fabuleuse qu'un petit humain ait à faire, en somme. Bon, je suppose qu'un petit chat aussi, mais lui, ça ne sera pas notre langage. Je crois qu'encore, un petit chat, il est assez débrouillard pour même nous comprendre, nous, quoi. Et tu as expliqué que tu étais à un colloque sur la dyslexie, et qu'au moment où alors il y avait des spécialistes qui expliquaient comment remédier à ces problèmes, ces difficultés. Quand tu leur expliques que si on enlève les enfants de ce contexte scolaire actuel, bah, ça marche. Et quelle a été leur réaction? Oh, bah, les experts, leur réaction, ils étaient gentils, ils étaient polis. Non, mais ils étaient dubitatifs. Les personnes, en somme, qui avaient des enfants 10, autistes, moi, je les comprenais, eux, c'était l'immédiat. Moi, je leur parlais de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Mais eux, ils étaient dans l'immédiat. C'est ça un petit peu le problème. Et c'est difficile de le croire. Parce que moi, je me suis toujours heurté à ça. Ça paraît pas pensable, parce que si je peux pas le faire voir, ça paraît pas pensable. Hein. Autrefois, quand je discutais ou les choses comme ça, je voyais que c'était difficile à comprendre. Je pouvais dire aux gens, allez, demain matin, vous venez à l'école, hein, vous venez dans la classe et on discute après, quoi. Mais il fallait qu'ils viennent pour qu'ils se disent, ah oui, c'est ça. Il y en a même qui pensaient avoir compris, méthode active, etc. Et quand ils venaient passer un jour ou deux dans la classe, ils étaient absolument abasourdis, ahuris. On n'avait pas compris que c'était ça. C'est très difficile, quand on a été formaté depuis 200 ans. Hein. Ah, il faut apprendre à l'école, il faut faire, si on n'apprend pas, en plus, il faut que ça soit pénible à apprendre. Hein, si on ne fait pas d'efforts. Enfin, il y a tous ces mots qui sont derrière. Eh bien, on n'apprendra jamais. On est tellement formaté par ça qu'on ne peut pas imaginer mais non, c'est pas ça du tout, quoi. On peut plus l'imaginer. Et alors, comment se passaient vos inspections académiques? Les inspections, dans la première partie, dans les 15 premières années, bon, j'avais été aussi formaté, hein. Quand l'inspecteur arrive, je parlais pas des 15 premières années, parce que il y a eu des choses. Oui, ce qui est intéressant, c'est... Mais sur Moussac, alors le premier qui est venu, donc la première année, hein, et c'est pour ça que je pense qu'on a été très très vite pas loin d'une école du 3e type dès la première année, parce qu'il est venu au mois de mai. C'était un brave homme, hein, proche de la retraite, et il pensait vraiment connaître toutes les pédagogies qui existent. Au bout d'une heure ou deux, quoi, il est venu me voir, il me dit, Monsieur Collot, j'ai jamais vu ça, je sais pas quoi mettre dans le rapport. Je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, voir si les enfants ont évolué, quoi. Il est vraiment honnête, hein. Il est revenu l'année suivante, il a pris plein de notes, il a pris tous les enfants. D'abord, il a vu aussi que tous les enfants étaient restés. Parce que je pense bien que la première année, il a dû se dire, les familles vont pas accepter ça, vont protester, soit elles vont toutes partir, soit elles vont se plaindre, et à ce moment-là, j'agirai. Il n'avait reçu aucune plainte de famille. Toutes les familles qui étaient restées, il y en était venu d'autres. Il a pris ses notes, il a constaté que... Ouais, donc, ouais. Dans le rapport, parce qu'il fallait bien qu'il mette quelque chose, il a juste mis une critique, parce que s'il y a un inspecteur, il ne met pas de critique, c'est plus un inspecteur, quoi. Il avait juste mis, il faudra que M. Collot fasse attention, parce que sous la porte du couloir d'entrée, il y a un jour qui est quand même désagréable, l'hiver, par période froide, enfin un truc comme ça, quoi.
Cet inspecteur-là, mais qui était un brave homme, hein, qui a vraiment été un brave homme, il avait fait quelque chose, ça paraissait très moderne à l'époque, il faisait faire un pré-rapport aux enseignants, c'est-à-dire ceux qu'il allait inspecter, il leur envoyait une feuille, voilà, où il y avait des questions, il fallait que les enseignants répondent, voilà, puis il y avait même une notice qui accompagnait en disant comment il fallait qu'ils répondent, quoi. Par exemple, les cahiers, vous savez, quel cahier vous avez, non. Voilà, toi, tu n'avais pas de cahier. Voilà. Alors moi, j'ai joué le jeu. Alors, mais par contre, j'ai expliqué. Alors, cahier, par exemple, justement, il n'y a pas de cahier. Donc, j'ai expliqué. J'ai expliqué, mais alors, par contre, pas en 2 lignes. Hein. Il s'est farci des feuilles rajoutées, etc. Parce que dans son rapport, donc, il y avait ça. Donc c'était nous qui devions les enseignants, et de l'autre côté, il y avait une marge où il devait marquer ses observations. Alors quand il m'a renvoyé le rapport, en face, il y avait juste des traits rouges. Et donc son rapport, il n'a rien mis du tout, sauf que les enfants semblent avoir fait des progrès normalement. Et voilà. Mais il faudra faire attention à la porte, au jour qui est sous la porte. Il y a aussi le rapport de force. Quand je suis arrivé à Moussac, j'étais barbu, chevelu, j'étais pas hippie, hein, du tout, mais bon, les circonstances de la vie ont fait que c'était comme ça, quoi. Donc c'est vrai que j'étais assez impressionnant, quoi. Dans les conférences pédagogiques, en général, la première conférence pédagogique où je suis allé, quoi. Bon, les enseignants ils disent rien, hein. L'inspecteur il peut dire n'importe quoi, ils disent rien, etc. Mais moi, non, j'ai posé quelques questions, fait des remarques, et j'ai bien vu qu'il y a des oreilles qui se dressaient. L'autre, il a compris que si je voulais l'embêter en public, je pouvais l'embêter en public. Donc il y a ces rapports de force qui sont établis, avec tous d'ailleurs. Hein. Avec tous, ils avaient pigé que, bon, ou ils me fichaient la paix, ou je pouvais ne pas leur ficher la paix. Voilà. La résistance passive, en somme, j'étais très fort dans ce type de résistance-là, quoi. Donc la deuxième, c'était une inspectrice, New Look, son mari était banquier, elle arrivait avec ses inspections Mercedes, elle disait « Oh, j'en ai marre, je vais aller garder les chèvres. » Alors évidemment, moi, le jour où elle m'avait sorti ça, je lui ai dit « Vous savez ce que c'est que de garder des chèvres, hein, parce que vous n'allez pas les garder avec une Mercedes, là. » Enfin, donc, oui, le type de rapport que j'avais établi avec eux. Parce que tout le système tient à cette infantilisation. Ça. C'est-à-dire que les enseignants se conduisent avec leur inspecteur comme eux se conduisaient avec leur maître. Les parents se conduisent avec les enseignants comme s'ils étaient encore dans l'école. Comme s'ils étaient encore des élèves. Il y a toute cette chose-là qui est établie et qui fait que ce système fonctionne. Hein. Bon, les enseignants ils vont peut-être pleurer après la visite d'un inspecteur, mais ils sont conduits de telle façon. D'autre part, les inspecteurs, comme ils n'ont pas de compétences, donc s'ils veulent rester au-dessus, il va falloir aussi descendre ceux qui sont en dessous. C'est pour ça que ce sont les personnes qui étaient souvent attaquées dans les rapports d'inspection. Hein. C'était les personnes qui étaient attaquées, et non pas ce que faisaient ces personnes. Parce que c'est comme ça on peut maintenir un petit peu la pyramide et l'architecture. Donc déjà, en changeant ce rapport-là, on change tout, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais compris, hein, pendant les 15 premières années, que le professionnel, c'était moi. Hein. Et donc, je m'adressais à un monsieur, j'étais un professionnel, un monsieur qui avait une fonction, c'est tout, mais le professionnel, c'était moi. Donc, je les obligeais à se mettre à mon niveau. J'allais dire, à se rehausser à mon niveau. Au lieu de faire l'inverse, hein, au lieu que ce soit les enseignants qui s'abaissent à ce moment-là. Donc cette inspectrice, et puis après on parlait d'évaluation sommative, d'évaluation, il y a 3-4 qualificatifs qui faisaient que d'un seul coup ça devenait presque scientifique l'évaluation. Donc elle était fervente de ça. Donc elle est venue et elle a passé une journée. Alors une journée complète. Le temps de midi, elle mangeait en vitesse, elle est revenue, elle est restée jusqu'à... Puis comme les mots n'y partaient pas, à un moment on dit mais ils s'en vont pas. Si, il y en a qui sont partis déjà. Je lui dis c'est bizarre, vous m'avez pas parlé d'évaluation. Parce que je savais que c'était son dada, quoi. Et alors elle me dit oui mais ça va, j'ai compris. Alors dehors, elle dit il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de cahier.
Ben, je vais l'écouter. Vous me donnez une raison. Une raison, vous me donnez une raison acceptable, quoi. Et ben, demain matin, je mets le cahier que vous me dites, quoi. Elle m'a regardé, elle a ramassé son sac, et le psychologue m'énervait, quoi. Elle est partie, quoi. Puis après que le troisième, non, là c'était, je raconte pas parce que c'était folklorique. Ouais, c'est le dernier que j'ai envoyé à l'hôpital. Non mais pas du tout, par un coup de poing, rien du tout. D'ailleurs Moussa qui était devenu la bête noire de l'académie, quoi, parce que c'était à l'époque où il supprimait toutes les petites écoles, quoi. Et là il pouvait pas y toucher parce que c'était tout un village, quoi. Mais vraiment tout un village, hein, les vieux, les vieilles. Il fallait pas toucher l'école parce qu'autrement là c'était la révolution dans tout le département, là, quoi. Donc on les ennuyait vraiment, et on ennuyait en particulier le dernier inspecteur. Et un jour il était allé se plaindre à l'inspection académique, je ne me souviens plus pour quelle raison. Et l'inspecteur d'académie, alors c'est la secrétaire de l'inspecteur qui m'a raconté ça après. L'inspecteur de l'académie, foutez-moi la paix pour l'instant avec Moussac, je ne veux plus en entendre parler, foutez-moi la paix avec ça, quoi, etc. Il est ressorti blanc comme un linge et il s'est retrouvé en dépression nerveuse le lendemain. Il était un mois en dépression nerveuse. Et alors, on entend souvent que si on laisse les enfants qui sont libres d'apprendre et à leur rythme, qu'on va en faire des enfants qui sont déconnectés de la société. Ou des enfants rois. Ou des enfants rois. Enfants rois, je ne sais pas quoi répondre, hein, parce que... C'est pas vrai, quoi. Je vais comprendre enfant soumis, c'est sûr. Enfant soumis, il faut ce que c'est. Enfant roi, c'est l'enfant qui va faire ce qu'il veut, quand il veut, qui va pas écouter... Bah oui, mais c'est pas pour ça qu'on est roi, quoi. Non, je vois pas trop. Pour moi, l'enfant roi, ça serait l'enfant qui soumettrait des adultes. Donc, je suppose que ses parents, hein, qui soumet ses parents. Ce sont des absurdités, des mots, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Bon, si vraiment un enfant soumet ses parents, etc., bon, bah, je trouve que ses parents sont vraiment cons, quoi. Pas d'autres mots, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est absurde, quoi. D'un point de vue idéologique, ce que vous pratiquez avec l'école du troisième type, ça sera proche quand même assez... Enfin, c'est très proche de ce que propose John Holt avec les apprentissages autonomes et informels, des parents qui vont notamment pratiquer l'école à la maison, enfin la non-scolarisation. En quoi, du coup, l'école du troisième type se rapproche ou se distingue de la non-scolarisation ? Bah, pour moi, ben non, sauf que dans la non-scolarisation, les enfants ils peuvent rester chez eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont chez eux un environnement et des adultes, hein, parce que pour rester à la maison, il faut quand même qu'il y ait ou la maman ou le papa ou les deux qui y soient, quoi. Hein. Ce qui n'est pas donné à beaucoup de monde, hein. Grosso modo, c'est pas donné à beaucoup de monde, quoi. S'ils sont coincés dans 15 mètres carrés au 15e étage d'une tour, seuls, donc à ce moment-là, ben, ils peuvent venir à l'école. Ce qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur environnement familial, eh ben, ils le trouvent à côté. Il est à côté, quoi. Mais c'est un peu difficile aussi ça à bien piger, parce que ça ne veut pas dire que dans leur environnement, dans leurs 15 mètres carrés, etc., que l'environnement familial, il va être néfaste, ou voilà, parce que souvent, hein, on dit, c'est ce qui a été dit par Guizot, par tous d'ailleurs, hein, pourquoi l'école ? Pour enlever l'enfant à l'influence néfaste de la famille. Hein. Sous Jules Ferry, à l'influence de la famille catholique et de l'Église. Donc pour enlever l'enfant à une influence néfaste, quoi. Et c'est ce que j'entends encore dire aujourd'hui. Hein. Alors on ne dit pas néfaste. Hein. On va trouver tout un tas de termes pour arranger ça, mais grosso modo, ça veut dire la même chose, quoi. Oui, parce que l'instruction en famille, c'est pas uniquement l'école à la maison, ça peut être des bien sûr. Qui sortent, Non, mais moi, je vois pas de... Il n'y a pas de différence. Sauf que l'espace n'est pas le même, parce que quand on parle de l'instruction, là, alors, il faut mieux parler de homeschooling directement, hein, parce que l'instruction en famille, bon, ça peut être l'école traditionnelle, donc on s'entend bien là-dessus. Oui, il y a d'autres enfants, il y a des relations, il y a tout un tas de choses. Voilà, ce qui se passe à l'école, quoi.
Dans la famille aussi, pas dans toutes les familles, mais dans toutes les familles, il y a une espèce d'autogestion qui se crée entre les uns et les autres pour que la liberté de faire soit possible pour les uns et pour les autres, ne soit pas néfaste à l'ensemble, enfin, etc. Quoi. Bon, mais là, c'est la même chose. On va peut-être plus travailler, enfin, dans ce que nous avons fait, hein, avec d'autres classes uniques. On va plus travailler cette fameuse échéance hein, à laquelle on était obligé. Hein, c'est-à-dire qu'à 10-11 ans, il faut qu'ils puissent suivre comme les autres au collège. Puisqu'on était dans l'école publique. Donc on a beaucoup plus travaillé pour booster, entre guillemets, tout ce qui allait conduire donc, aux 3 principaux langages. Tout ce qui est langage écrit, langage scientifique et langage mathématique, quoi, voilà, pour que ces 3 outils-là soient construits et puissent leur permettre ensuite de suivre normalement. Là. Voilà. On avait 7 contraintes en plus. Mais cette contrainte-là, elle a été intéressante parce que par rapport à Genol, par rapport aux écoles démocratiques, tout cela, elle nous a permis de pas mal avancer dans toutes les conditions, en somme, qui permettent d'aboutir à... Moi, c'est ce que j'appelle une égalité. Et alors, quel conseil vous donneriez à un instit qui aimerait mettre en place cette école du 3e type dans sa classe ? Ben, il ne peut pas la mettre en place. Ben, il fait un petit pas. Et c'est ce que nous, on a fait. La plupart des instituts qui vont loin, qui vont le plus loin possible, hein, parce que c'est vraiment, dans l'école publique, c'est limité, quoi. C'est vraiment limité. Et ben, c'est d'un petit pas avec un autre petit pas. Ce qui se passe dans les familles, la même chose. Hein, quand tout le travail qui a été fait par Alan Thomas et Harriet Paterson, c'est extraordinaire, parce que c'est le même processus pour toutes ces familles donc, qui ont déscolarisé, hein, qui faisaient d'abord un peu l'école à la maison, puis bon, on va arrêter d'en faire le matin, ou d'en faire l'après-midi, ça ne sert à rien, et puis etc. etc. Et c'était exactement le même processus, hein, de petit pas en petit pas, quoi. Maintenant, je pense que c'est encore nécessaire, même pour les écoles alternatives, je pense que c'est nécessaire. Moi, j'ai vu toutes celles qui sont en difficulté, très vite en difficulté, sont basées sur des principes. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que c'est bien, on le fait d'emblée, et ben, ça ne marche pas. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, des messages sur Facebook, là, sur EDEC France. Ouais, mais alors là, ils obéissent pas, ça bouge, etc., etc. Ben oui, c'est des enfants, ils n'ont jamais été avant dans les conditions d'une liberté. Alors peut-être préciser, le DEC, c'est l'association qui regroupe les écoles démocratiques. Voilà. Et les écoles démocratiques, du coup, tu veux expliquer ce que c'est ? Les enfants sont libres. Alors, il y a l'aménagement. Hein. Il y a l'aménagement de l'école. Parce que bon, c'est pas un endroit où il n'y a rien dedans, quoi. Dans l'aménagement de l'école, bon, la plupart des écoles démocratiques vont dans le même sens que nous. Bon, il y aura des endroits pour faire de la vidéo, beaucoup de livres, voilà. Mais ils vont moins loin que nous, un peu. Parce que nous, ce que je disais tout à l'heure, hein, on avait cette échéance, on ne pouvait pas attendre qu'ils se mettent à lire à 14 ans. Donc il fallait quand même bien voir toutes les conditions qui allaient les engager naturellement à lire et écrire le plus vite possible, quoi. Pas le plus vite possible, mais avant 10 ans, grosso modo. Il n'y a pas d'échéance, hein, donc il n'y a pas d'échéance, il faut ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent faire de la vidéo toute la journée, des jeux vidéo toute la journée, ils font des jeux vidéo toute la journée. Et bien souvent, c'est pas toute la journée, mais... Enfin, bon, j'en ai vu où... Bon, ça peut devenir inquiétant un petit peu, parce que... En fait, de jeux vidéo, c'était je m'ennuie toute la journée, quoi. Mais je suis bien à m'ennuyer, quoi. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de dynamique, quoi. Nous, on a beaucoup travaillé sur la dynamique des groupes, la dynamique d'un lieu. Il y a 2 trucs, les règles et les sanctions aux règles. C'est-à-dire un premier conseil qui établit les règles, un deuxième conseil qui sanctionne les dérogations aux règles. Et c'est ça, leur pilier, c'est ça. Notre pilier à nous, hein, c'était l'espace central, l'espace-temps de la réunion, les ateliers permanents, etc. Là, les 2 piliers, c'est les règles et les dérogations aux règles. Et puis, aussi,
j'allais dire, l'inertie complète des adultes. Voilà, c'est-à-dire que les adultes sont inertes. Alors, les dés sont pipés au départ, parce que d'une part, il y a quand même un premier règlement qui a été établi. Après, ce règlement, il est discuté, etc. C'est-à-dire qu'on fait comme si les enfants ont tout auto-créé, ont tout créé, ont créé toutes leurs règles, etc. En réalité, c'est pas vrai. Parce qu'on les a mis dans un environnement qui en lui-même est une règle. C'est suivant comme cet environnement il était managé, c'est une règle, même si on va le modifier ensuite, quoi. Et puis il y a le premier règlement, il y en a un. D'ailleurs, le fait qu'on dise il y a un conseil qui fait les règles, un autre qui sanctionne les règles, ben c'est déjà un règlement. Ce n'est pas les enfants qui l'ont inventé, ça. Non. Cette base, elle me paraît pas juste. Elle n'est pas présentée comme il faudrait, quoi. Voilà. Et tout est réglé par ces deux choses, les règles et les sanctions règles. Bon, alors, des règles d'abord, quand on veut faire fonctionner un système suivant des règles, un système vivant, ben, il faut que tout soit prévu par les règles. Alors vous avez donc une quantité de règles, il faut tout prévoir par des règles. Moi j'ai vu un endroit où il y avait un trampolino. Alors, d'habitude, il y a toujours des mômes là-dessus. Là, il n'y avait personne. Là, me paraissait bizarre. Alors j'ai demandé à des ados comment ça se fait comment il faut faire pour aller sur le trampolino. Ah mais il y a toutes les règles qui sont écrites là-bas. Bon, alors j'ai compris pourquoi il n'y avait personne qui allait sur le trampolino, parce qu'avant d'y rentrer, oh là là, il ne fallait pas faire ceci, pas faire cela, pas faire cela. Bon, autrement dit, on ne pouvait plus y faire grand-chose. Il fallait réciter le checklist avant d'y rentrer. Donc ça, rien que ça, c'est très difficile. Quand on fait quelque chose qui est basé sur des règles et sur les dérogations aux règles, qu'est-ce qui est visé? Que les comportements. Ce sont les comportements qui sont visés. Tout à l'heure, l'enfant que je parlais, il me semble, de l'enfant qui courait parce qu'il était pressé. Bon, il ne faut plus courir parce que tu ne peux plus être pressé. Grosso modo, ce que ça veut dire. Donc chaque fois, c'est sur les comportements de chacun. Il s'agit de normer des comportements. Alors, bien sûr, ça fait un peu dresser les gens des écoles démocratiques quand j'en dis ça, mais, parce que j'exagère, c'est vrai, j'exagère. Mais je pense que le principe lui-même, tel qu'il est établi, n'est pas juste. Est-ce que c'est pas aussi une délégation au groupe de la punition ou de la sanction? Il y a ça aussi. De l'application. Oui, l'adulte se délègue le fait de sanctionner, parce qu'après il faut vérifier que la sanction soit appliquée, et on fait un comité, quoi, comme faisaient les communistes, au lieu que ce soit un individu seul, c'est réparti sur le groupe. Voilà. Et souvent, ça me fait penser on en parlait tout à l'heure, là, au commissaire politique. Ça me fait penser absolument au commissaire politique. Et quelquefois, ça l'est. Alors, je modère juste le propos, parce que je sais qu'au sein de l'EDEC, il y a des tensions justement entre ceux qui choisissent le conseil de justice et ceux qui vont plus vers le cercle restauratif. Voilà. Mais bon, moi je ne trouve pas que ce soit la panacée non plus, le cercle restauratif. Oui. Mais par contre, ce qui est intéressant, dans toutes ces écoles démocratiques, bon, elles ont 2 ans, à peu près. Ça fait 1 an ou 2 en France, hein. Oui, en France, je parle en France. Oui. Elles partent sur une histoire, elles partent sur ce qu'on dit, ce qu'on voit de Sudbury, grosso modo. Bon, mais Sudbury, ça a 30-40 ans de vie. Donc, ce qu'on peut voir maintenant à Sudbury, ça découle d'une 30aine d'années. C'est il y a 30 ans. Il fallait voir comment ça a commencé, comment ça a démarré. Mais ça, par contre, c'est pas raconté. Donc, il y a une espèce de trou. Donc, ces écoles démarrent sur une image, mais sans penser que cette image, elle a un passé, elle a quelque chose qui a amené à cette image-là. Bon, il démarre donc sur ces principes-là. Mais ce qui est intéressant, ça évolue très vite, quoi. Toutes les discussions qui ont lieu sur Facebook, même dans les échanges, on voit que ça évolue très très vite. Il arrive un moment, ou bien on ne bouge pas, on reste comme ça, et bien ça s'écroule, ça se casse la figure. Et il y en a déjà qui se sont cassés la figure parce que, ça marchait pas, mais ça marchait pas, ça menait,
parce que les choses ne marchent pas parce qu'elles existent avant, parce qu'elles ont été écrites sur un papier. Les choses marchent au fur et à mesure qu'on les fait marcher, j'allais dire, hein, et qu'on avance un petit peu. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le processus qui nous a conduits, nous. Hein. Je reviens un petit peu au début. Le processus qui nous a conduits à ça. Et en plus, nous, on avait la chance, parce qu'on ignorait totalement que c'était possible. On ignorait totalement que c'était possible. Il y a eu un moment, j'ai écrit d'ailleurs, hein, c'était dans les années 80, j'ai écrit dans une revue, je crois de Freinet, etc., que j'étais arrivé à un moment de bascule qui était absolument vertigineux. Et c'est vrai, c'était vertigineux. D'un seul coup, je disais... Mais... Vous avez appelé votre école l'école du troisième type. Pourquoi ce nom? Ça veut dire quoi, troisième type? Oui, mais ça c'est l'histoire de Spielberg, rencontre du troisième type. Voilà, parce qu'un journaliste était venu une fois, en 1980, je sais plus. Enfin bref, c'était un envoyé spécial qui venait faire une émission qu'ils appelaient Vive les Astites. Enfin, il y a toute une histoire cette émission. Revenons à Moussac, dans le Poitou, dans cette petite école à classe unique, où les grands et les petits vivent leur vie, en liberté. Alors, les gars, est-ce que ça va? Non, non, non. Est-ce que ça va, les gars? Est-ce que ça va bien, les petits coquins? Et lorsque Marcel Tria est venu avec son cadreur et son preneur de son, ils m'ont dit on a cru débarquer sur une autre planète, quoi. Bon, donc rencontre du troisième type, école du troisième type, donc c'est une plaisanterie en somme. Pour tous les parents ou instituts qui aimeraient se renseigner un peu plus sur cette école du troisième type, est-ce que vous avez écrit des livres? Oui, quelques-uns, oui. Ouais. Il y a une partie, puis 2 ou 3, non 4, qui ont été éditées par l'Instant Présent. Donc. Parce que j'en ai écrit pas mal, mais j'avais renoncé à chercher des éditeurs. J'en ai fait des livres. C'est ça, TheBookEdition.com. Oui, parce que je me suis dit, tiens, je vais les conserver quelque part. Et puis en plus, ça me fait un livre. J'étais content d'un livre pour faire passer aux copains. Puis je me suis dit, peut-être un jour, les petits-enfants, ils trouveront un livre au grenier. Ils disent, oh, c'est le grand-père qui avait écrit ça. J'écrivais pas tellement pour faire passer des messages ou des choses comme ça. C'est en écrivant aussi qu'on clarifie sa propre pensée. Parce que moi, dans ma tête aussi, c'est le désordre. C'est le désordre. Je sais je savais qu'il y avait tout, hein, que c'était aussi comme un puzzle, mais qu'il fallait que les morceaux un petit peu se remettent les uns avec les autres, etc. Et c'est un petit peu pour ça que j'écris sous forme d'ailleurs de chroniques. J'appelle ça des chroniques, c'est-à-dire il y a quelque chose qui me passait par la tête, ou bien des gens comme vous, par exemple, qui m'interrogeaient, on discutait, ou qui venaient dans ma classe, que ça interpellait, etc. Donc j'écrivais ma réflexion, ça. J'écrivais ma réflexion qui n'était pas suivie, en quelque sorte. Là, j'arrive pas à suivre déjà. Donc ça, il y a l'âge, mais il y a aussi quelque chose qui est génétique, quoi. Donc voilà, c'est des morceaux, c'est des chroniques, quoi. J'aime bien le mot chronique. Et alors maintenant, vous avez un blog sur lequel on peut suivre, vous faites des... Oui, j'ai continué après. J'ai continué parce que bon, j'écris toujours plus ou moins la même chose, mais ça part d'un autre moment. Là, justement, je fais le lien. Tu as écrit au ministre de l'Éducation. Est-ce que tu peux... Ah oui. Tu peux en dire deux mots. On sentait que tu étais très en colère et c'était très intéressant. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé aussi, c'est que pour tous ces problèmes que tout le monde peut appréhender, c'est toujours avec des concepts compliqués, des choses comme ça, quoi. Alors que finalement, c'est simple, quoi. Donc, par exemple, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, est-ce que vous vous rendez compte que vous obligez toute une population d'enfants à faire quelque chose que vous croyez, vous, juste pour eux, par exemple? C'est pas compliqué, ça. Et je pense que tout le monde peut piger ça. On pose question quand même. Comment se fait-il qu'un bonhomme comme ça, en plus il est ministre de l'Éducation nationale, mais on sait très bien qu'un ministre, il peut être aussi bien, après être ministre de l'Éducation nationale, devenir ministre de l'Agriculture, etc. Donc comment se fait-il qu'un bonhomme comme ça, avec tous les pouvoirs qu'il a, l'armada administrative qu'il a, il l'impose
Par exemple, tous les enfants doivent, à 8h du matin, aller à l'école. Voilà, bon. Non, et ça ne choque personne. Et ça ne choque personne. Il y a des tas de choses qui ne choquent personne parce qu'on ne le voit plus. Alors, des choses simples, tiens, j'arrête pas de le dire, ça. Et les gens me regardent souvent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, l'espèce humaine, là, on élève nos enfants dans des stabulations. Exactement comme les fermes de 1000 vaches, ou bien les stabulations où on met les porcs. C'est exactement pareil. Mais non, c'est pas pareil. Mais si, c'est exactement pareil. Ce sont des cabanes à lapins. Nos écoles sont des cabanes à lapins. Bon, c'est pas compliqué, ça. Et puis ils sont entassés là-dedans. Et puis, bon, on les tue pas au bout de 18 ans, quoique, je sais pas si ça revient pas au même. Mais c'est quand même pendant 18 ans. Et puis c'est de 8h du matin à 18h le soir. Bon, il n'y a pas besoin d'être énarque, hein, d'être sorti de l'ENA, d'être président de la République ou autre chose pour se dire que c'est quand même bizarre, ça. Par contre, on va rouspéter, on va s'élever hein, quand on entend des porcs qui hurlent dans une porcherie. Mais quand c'est le même bruit qu'on entend dans une cour de récré, c'est bizarre, on l'entend plus là. Ou bien quand c'est une ferme de 1000 vaches, mais quelle horreur pour ces pauvres animaux, quoi. Mais les enfants, non, quoi. Et c'est ça que je voudrais que tout le monde voit, quoi. Bon, c'est vrai qu'un ministre de l'Éducation nationale puisse décider comme ça paraît incroyable. Et j'ai une autre question. Est-ce que, du coup, ces enfants qui ont été à l'école du 3e type ont quelque chose de particulier Est-ce qu'ils se distinguent d'autres enfants Est-ce qu'un enfant qui est amené à apprendre librement et à son rythme Oui, alors j'allais dire, je peux reconnaître un enfant qui a été vraiment formaté par l'école. Ça, c'est facile à reconnaître. De toute façon, on en a qu'on voit tous les jours à la télé. Ils ont été formidablement formatés par l'école. Voilà. Bon, mais après, dans ce que j'appelle des enfants ordinaires et des adultes ordinaires, on ne sait pas ce qui leur a permis. Je serais bien présomptueux et puis ça irait à l'encontre de tout ce que je pense si je disais c'est grâce à l'école du 3e type que telle personne est comme ceci et comme cela. Ce qui serait absolument absurde. Moi, la question que je me posais sans arrêt, qu'est-ce que tu as risqué d'empêcher? Voilà. Et pas ce que j'avais provoqué, c'était qu'est-ce que j'avais risqué d'empêcher, quoi. Et c'est nous qui avons affaire à des enfants, qui sont même payés pour ça, c'est la première chose qu'on devrait se dire. Est-ce que j'ai empêché quelque chose? Et non pas qu'est-ce que j'ai provoqué, mais surtout, est-ce que j'ai empêché quelque chose? C'est vraiment la question que je me posais. Après les 15 années dans le Beaujolais, j'y suis retourné, ça me turlupinait de savoir ce qu'étaient devenus ces mômes-là. Et j'avoue que quand je suis arrivé, donc le village s'appelle Lantigné, quand je suis arrivé à Lantigné, j'avais quelque chose là. Je brillais pas. Bon, et puis dans une cour d'une ferme, j'ai vu quelqu'un, je dis ça c'est Bernard, tiens. On s'est regardés tous les deux, alors je dis bonjour Bernard. Il m'a regardé. Oh Bernard Bon, ça y est, on a commencé à discuter, puis discuter avec les uns et les autres. C'est vrai que je me suis aperçu donc que tous ces enfants-là, eh bien, ils avaient fait la vie que déjà, quand ils étaient à l'école, ils avaient envie de faire, quoi. Et on les a tous passés en revue, absolument tous ça en vue, quoi. Mais après, ça ne voulait rien dire, parce que c'est une époque, au niveau économique, quand même, des enfants qui n'avaient pas été massacrés pouvaient faire ce qu'ils voulaient, finalement. J'y suis encore retourné, alors cette fois 10 ans après, et là, ce qui m'a impressionné, c'était que le village était toujours marqué par l'école. Il était toujours marqué par l'école. Le prétexte, ça avait été d'aller acheter du Beaujolais chez qui était un ancien élève, mais qui arrivait à la retraite, quoi. C'était rigolo, parce qu'il arrivait à la retraite. Il me dit, Bernard, tu figures-toi qu'on a parlé de toi hier soir, et on a parlé de l'école hier soir. Vous vous rendez compte, alors là, c'est 50 ans après. À Moussac, tu y es retourné aussi? Oui, à Moussac, il n'y a pas très longtemps, et c'était la même chose. J'étais impressionné de voir que l'école a marqué, c'est pas moi qui ai marqué, mais l'école a marqué le village.
D'ailleurs, c'est très drôle parce que dernièrement, avec Facebook, on s'est retrouvés. C'est un de ces enfants de Moussac, maintenant c'est plus un enfant, qui avait dû me mettre dans sa liste d'amis, etc. Comme je ne le savais pas, puis en plus il avait mis un pseudo. Il envoie un billet et il me met en... Je ne sais plus comment on appelle ça, enfin il met Bernard Collot, donc moi j'étais dit tiens, il y a quelqu'un qui a mis mon nom quelque part. Et je le repère, je dis ah c'est Jérôme. Alors, ce qu'il avait mis, une photo d'une casse d'imprimerie, une photo d'un Minitel et une photo d'un clavier de TO7. Et il avait marqué l'école de Moussac exposée au musée des arts et métiers à Paris. Et là, je me suis aperçu, il y a Mélanie, il y a 4 ou 5 qui étaient aussi sur Facebook, et on s'est mis à discuter. Eux, ça doit faire 25-30 ans après, quoi. Mais ce que tu sembles dire là en filigrane, c'est que finalement, ces enfants-là ont fait des métiers qu'ils avaient envie de faire. Du coup, on peut imaginer que voilà, si on arrive à instaurer ça de façon plus large, la société, serait. Que ça puisse. Mais bien sûr, il y a tout un tas de choses qui sont transformées. Bon, par exemple, les histoires de compétition et de concurrence, ça n'existe pas. Mais c'est naturel, hein. Mais ça n'existe pas. Plus d'enfants que je voyais se battre. Et c'était pas parce qu'ils étaient plus sages, etc. C'est parce que naturellement, il n'y avait aucune raison qu'ils se battent. Donc quand même, les adultes qu'on devient après ça, c'est pas quand même tout à fait pareil. On peut facilement imaginer. Et moi, je l'imagine, mais pour moi, c'est une certitude. Si toutes les écoles étaient dans ce sens-là, hein, pas rigoureusement ça va, mais si toutes elles allaient dans ce sens-là, en privilégiant la liberté des enfants, leur autogestion. Je suis absolument persuadé, d'abord, que toutes les histoires de violence, on n'en entendrait pas parler, y compris dans les banlieues les plus difficiles, qu'on irait vers une société... c'est l'école qui maintient la société en l'état. Donc c'est bien l'école qui peut aussi permettre à cette société de se transformer. Mais il faut que l'école soit complètement différente, ça c'est sûr. Tu as parlé des enfants dyslexiques. Alors je ne sais pas si ça va être une réflexion ou une réponse à Bernard, parce que je sens vraiment que c'est d'une importance capitale. Parce que j'ai eu des cas lourds quand même, le cas de Christophe. Mais c'est pas parce que c'est un cas lourd, un cas très visible, qui ne se résorbe pas de la même façon. Et là, le cas de Christophe, il s'est résorbé de la même façon, sauf que cette fois, on le voyait. On voyait comment ça se passait, et on voyait aussi pourquoi on pouvait se résorber. Mais ça ne se guérissait pas, par contre. Donc, nous, on ne guérit pas, quoi. On n'est pas des thérapeutes. Pour lui, c'était simple. Il n'y avait plus toutes les contraintes qu'il subissait dans les écoles. Puis, quand tu subis des contraintes dans les écoles, tu les subis dans la famille aussi. Parce que la famille, elle est complice de l'école. Donc tu les subis partout. Déjà, lorsque ces contraintes n'existent plus, tu commences à respirer. Tu n'es pas dans la situation de colère, en somme, comme les gilets jaunes, qui sont dans une situation de colère. Et petit à petit, tu te construis autrement, tu te débrouilles. Et c'est pour ça, souvent on dit, faire partie d'un groupe. Alors, c'est toujours un peu embêtant, parce que faire partie d'un groupe, à l'Armée, tu fais partie d'un groupe. Alors moi, je dis plutôt faire partie d'une humanité. À ce moment-là, tu fais partie d'une humanité qui est un collectif, mais ce collectif, c'est une humanité, en quelque sorte. Et alors, pour revenir à ce garçon, finalement, tu t'occupais, tu ne disais pas qu'ils faisaient des caprices comme aujourd'hui je l'entends sur les gilets jaunes, où on dit qu'ils font des caprices parce que franchement on est des nantis, on est riches. C'est exactement pareil. Ouais. Donc tu faisais la même chose. Alors comment tu procédais avec lui pour... Tout au début, cet enfant, il avait des moments, des crises de violence. Vraiment des crises de violence. Bon, je m'interposais. Bien sûr, je m'interposais. Je veux dire que... mais... c'est pas, lorsqu'on s'interpose, c'est toujours une violence de s'interposer. Souvent, pour arrêter une violence, on met en face une autre violence. Par contre, elle ne dure que la seconde nécessaire pour empêcher que cet enfant se mette en danger ou mette un autre en danger. Mais que la seconde nécessaire. Immédiatement après, c'est la relation normale, quoi.
immédiatement après. Et les enfants, lui, il a vite compris que ces moments-là, c'était uniquement pour ça. Alors qu'avant, c'était un reproche qui lui était fait. Là, c'était pas il comprenait que c'était pas un reproche, c'était pour interrompre quelque chose qui était dangereux, quoi. Qui était dangereux pour lui et dangereux pour les autres. Mais immédiatement après, hop, c'est la normale. Bah oui, quoi. Je veux dire que il a eu envie d'étrangler quelqu'un. Ben oui, puis c'est passé, c'est fini. Il n'a plus envie là maintenant. Bon. Donc c'est terminé. Et là, tu le punissais pas ou tu le sanctionnais pas? Non, tu discutais avec lui. Oui, mais bien sûr. Avec le groupe, quoi. Non, puis à la fin, il n'y a même pas besoin de discuter avec lui. Il le sait très bien, on sait très bien qu'on sait que c'est des moments où et voilà, bon. Et puis après, ça revenait normal. Et ça, alors ça a diminué très très vite. Du coup, ça a diminué très 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 vite. Puis après, il fallait que j'aide les autres cette fois. Et si j'aide les autres à comprendre que, bon, Christophe, ça va, c'est comme ça. Bon, c'est aux autres que je leur dis. Ça va, c'est facile, oui, bon. Même arrivé un moment où ces crises qui ne pouvaient pas s'empêcher, d'abord elles étaient beaucoup moins fortes, puis ensuite elles faisaient partie de la normalité pour tout le monde. Donc ça ne gênait plus personne, et puis elles ont disparu. Puis elles ont disparu. Oui, donc finalement il s'est guéri de quelque chose Tout au moins il a fait avec. Il a fait avec, hein, c'est un problème. Moi j'avais traduit ça par un problème de boîte noire. Tu sais, l'input, pas de problème, les informations rentrent bien. Process à l'intérieur. Le cerveau, il fonctionnait parfaitement. Par contre, à la sortie, c'est à la sortie. Alors, par exemple, dans les écoles, il était puni parce que bon, il y avait un problème à faire, un problème de maths. Bon, lui, il trouvait la réponse, mais il ne pouvait plus expliquer. Il ne pouvait plus expliquer comment ça s'était passé pour trouver la réponse. Alors, il était puni parce qu'on lui disait qu'il trichait. Donc, tu vois, ça rajoute, etc. Voilà. Garçon. Voilà. Non, mais c'était horrible pour lui. Puis à la fin, c'est horrible pour la famille. À la fin, c'est horrible pour la famille. Donc, du coup, le recours qu'il peut avoir à la famille, il n'a même plus. Ça s'accentue encore. Tu sais ce qu'il est devenu? Comment? Tu sais ce qu'il est devenu? Oui. Après, il y a par contre, c'est pas récent. Hein. Après, je ne sais plus maintenant. Mais je sais que... Alors, d'abord, au collège, lorsqu'il est allé au collège, mais là, le principal était devenu un ami. Et c'est le principal là, qui a... Parce que, ça, bien sûr, au collège, les profs... ça recommençait, quoi. Hein. Ça recommençait. Mais le principal a établi une vraie protection, quoi. Une vraie protection, voilà. Puis il disait aux autres, il n'a pas posé de problème à Moussac, il n'y a pas de raison qu'il vous pose de problème à vous aussi. Ce qui ne m'arrangeait pas d'ailleurs au niveau de ma réputation, c'est au contraire ça. Ils appréciaient pas. Après donc il s'engageait dans une ONG en Afrique. On voudrait tous avoir c'est quoi ta pédagogie, c'est quoi ta théorie. Toi par contre tu as eu besoin, je reviens au livre, tu as eu vraiment besoin après ces 35 ou 40 ans d'expérience dans les trucs, de mettre ça sur papier. Oui, mais aussi parce que par rapport à si tu as Marie-Chantal ou Sylvette, pour prendre ces deux exemples, moi ça a duré plus longtemps, donc je suis allé un peu plus loin. Et arrivé à un moment, j'ai eu besoin de comprendre aussi pourquoi ça fonctionnait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça marchait. Bon, c'était stupéfiant que ça marche, quoi. Mais il arrive un moment où tu te dis, oui, mais si je ne sais pas bien pourquoi ça marche, comment je veux piloter le navire, quoi. Donc j'ai aussi ce besoin de m'interroger, de chercher pourquoi ça fonctionne, quoi. Et la réponse, comme on l'a pas dans les pédagogies, la réponse, bon, je l'ai cherchée ailleurs, quoi. École et société, alors là, c'est les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes. Qu'est-ce qui paraît souvent, alors, dangereux dans ce que j'ai appelé les écoles de troisième type, les écoles alternatives? C'est la liberté de penser qu'elle est laissée aux enfants. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce dont ils ont besoin? Mais non, généralement on ne pense pas qu'un enfant il peut savoir ce dont il a besoin, faire ce qu'il a envie, etc. Ça paraît impensable. Bon, ces gilets jaunes, ils sont terriblement dangereux parce qu'ils se mettent à penser. Ils se mettent à penser alors que c'est complètement anormal. C'est complètement anormal que ces gens-là se mettent à penser et à dire.
et à parler et à exprimer, c'est complètement anormal. Et c'est complètement anormal, d'ailleurs, par rapport à l'école traditionnelle. Normalement, l'école traditionnelle aurait dû empêcher ça. Ça m'amuse souvent parce que, en somme, l'école publique n'a pas fait suffisamment son œuvre. Oui, puisqu'elle est en train de, voilà, que ces gens sont en train de mettre en danger l'État. Parce que dans les Gilets jaunes, l'histoire de la taxe... On leur reproche de mal penser, tu vois. On va leur dire qu'ils font des caprices, que c'est bien de taxer le pétrole parce qu'on n'en a plus, etc. etc. Voilà. Ouais. Mais si tu penses mal, à ce moment-là, tu peux plus accepter ce qu'on te fait croire. Voilà. Je reviens à mes histoires de langage, parce que c'est ce qui crée des mondes. Le monde de l'écrit, c'est un monde qui est complètement créé. Ça, dans la nature, il n'existe pas. Le passé n'existe pas, par exemple. Non, mais c'est des langages qui créent le passé. Au niveau des représentations, avant de leur donner une forme symbolique dans un mot ou dans un écrit, quoi. Mais toutes nos sociétés, c'est la même chose. Ça a été créé. Elle a été créée par des hommes avant nous, des femmes avant nous. Voilà, ce que Castoriadis s'appelle le social historique d'une société. Mais c'est qu'une création, rien d'autre. Mais on la prend comme naturelle. Un petit peu comme on prend comme naturel les cabanes à lapins dans lesquelles on met les enfants. On ne les voit plus. Parce que c'est devenu naturel. Et d'un seul coup, là, les Gilets jaunes, voilà, qui n'acceptent plus ça comme naturel. C'est ça qui est terriblement dangereux. On entend parler de l'injustice avant, mais ça faisait bouger personne, parce que personne ne l'intégrait pour le penser. Donc personne ne le pensait vraiment. Vous n'avez pas de boulot, d'ailleurs on leur disait, c'est votre faute. Donc ne pas avoir de boulot, ne pas être riche, etc. On intègre ça comme une culpabilité, comme on est coupable de ça. C'est le bonnet d'âne qui se révolte, quoi. C'est pire que ça. C'est pas tant qu'une pensée que le bonnet d'âne enfin, je veux dire, c'est quand même, on n'accepte pas la mauvaise note, quoi. On n'accepte pas son sort. Je suis pas sûr que ce soit une pensée. On aurait pu penser que dans leur demande, c'est d'être riche. D'ailleurs, c'est ce qui a fait fonctionner tout notre système. C'est ce qui fait fonctionner l'école. Tu as une mauvaise note, mais tu peux en avoir une autre, comme lui là-bas qui a une bonne note, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se maintient? C'est que tu es dans la misère, mais tu peux devenir à ton tour, etc. Voilà. Or, les Gilets jaunes, d'un seul coup, ça n'apparaît pas du tout. C'est pas pour être riche. J'ai bien frappé ça, c'est assez étonnant, quoi, dans tout ce qu'ils disent. En tout cas, ils l'expriment, et ils refusent, en somme, les logiques dans lesquelles on veut qu'ils soient. Donc c'est refuser des logiques, et une logique, c'est toujours une invention de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont inventé une logique, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci, oui. Bon, je fais chauffer la soupe. Oui. L'échec scolaire, je pense que c'est un non-sens et une stupidité. Parce que ce qui est un échec, c'est pas l'enfant. L'enfant, il est en échec, c'est l'école qui est en échec. C'est l'enseignant qui est en échec. Ils sont en échec par rapport aux résultats qu'ils veulent obtenir. Parce que que l'enfant sache lire, normalement, c'est l'objectif de l'enfant. Mais comme cet objectif, c'est celui de l'école, celui des parents, celui de la société, qui voudrait que l'enfant sache lire exactement à tel âge et de telle façon. Si l'enfant n'y arrive pas, il y a échec scolaire. Il n'y a pas échec scolaire de l'enfant. Il y a échec scolaire de l'institution, de l'enseignant, mais pas de l'enfant. Chez moi, j'ai fait une recherche de maths. Et puis on l'a fait, puis avec M. Colo, on a mis 10 plus 10 égale 20, puis après on a mis 40. Ouais. Je voudrais bien vous faire voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un autre moment de la journée pour que les petits vous fassent voir leurs recherches. Alors on vous fera un tableau, on fera un grand tableau, vous êtes d'accord? Ouais. On fera un grand dessin, un grand croquis de ce que vous avez fait, et on le présentera ensuite au grand atelier maths. Et il y a le courrier. J'ai vu derrière, ils font la chasse d'eau,
Ils font des calculs sur une chasse d'eau, combien on attire dans la journée ou dans un mois. Elle est assez intéressante. On la tire toujours, on la tire à fond, puis on lâche. Et puis nous, on pourrait essayer d'essayer de la faire, puis voir si on trouve pas un queue. Est-ce que quelqu'un d'autre chose à dire? C'est que je voudrais savoir quand je pourrais amener mon petit canard. Demain. Ouais, mais il faut savoir si on a à manger. Ouais. Eh ben, Sylvain, lui, il ramène. ça se tient. Ouais, mais il y a de l'herbe, il prend manger de l'herbe. Ouais, mais aussi, Ouais, mais il fait quelque chose. et là-bas, Il va prendre un peu de terre. Là-bas, il y a du grain, il y a un peu de tout. Ouais, il y a des graines de blé. Il y a toujours de l'eau dedans. J'espère qu'elle va y rester longtemps. Maman. Je ne sais pas trop, parce que je n'y étais pas, je ne sais pas trop ce que vous avez fait. Est-ce que tout est prêt pour que le canard arrive? Oui. Il y a qu'à manier. Oui, il faudrait de la paille aussi. Ouais, de la paille. Ouais. Moi, je peux ramener des tubes. Même qu'il n'y a pas d'école, il faudrait y aller à l'école. Ouais. Il faudrait qu'on ait un papier et puis qu'on mette lundi, enfin comme un peu un calendrier. Ah ouais, une journée c'est quelqu'un, l'autre journée c'est quelqu'un. Par exemple, si Mathilde ramène du blé, il y en a l'autre qui ramène du maïs, un peu de toutes sortes, et bon, peut-être implanté dans le jardin. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Comme ça, moi, j'en ai un peu plus. Alors, il y a il y a Charlotte qui a parlé du canard. Qui c'est qu'elle est ramenée à manger, tout ça. Ouais. Il y a Thomas qui a parlé de son test qui voudrait garder sa vie. Puis on en a parlé. Puis il y en a qui vont faire des tests à propos de la mort. Après, il y a Olivier qui a parlé de la recherche de maths. Et on va le voir cet après-midi qu'il y a un petit groupe. Est-ce qu'il y a des choses à présenter? Oui. Les Lego de films. Dans une grande hétérogénéité, il y a une chose qui est éliminée, c'est la concurrence. Lorsqu'on a un groupe d'individus de maturité à peu près équivalente, eh bien, ils sont dans une situation de concurrence en général. Et cette situation de concurrence, elle n'est pas positive. Déjà, qu'est-ce que c'est? Celle-là, elle est bien, je trouve, parce que ça... Ouais, il y a plein de couleurs en jaune avec... Plus le milieu est hétérogène, moins on a de violence. Parce que moins on a besoin d'écarter, de détruire ou de prendre la place de l'autre pour apparaître. Kevin, donc un petit, je ne sais plus pour quelle raison, avait un problème de carte. Il voulait situer, je crois, Moussac sur une carte, je ne sais plus pour quelle raison. Et les compétences de Kevin, au niveau de la lecture des cartes, du langage de la cartographie, eh bien, elles étaient très très faibles en quelque sorte, voire inexistantes. Bien, dans la classe, il trouvera obligatoirement quelqu'un, il a trouvé un grand qui avait cette compétence. Ouais. Le plus amusant en quelque sorte, c'est que la compétence d'Arnaud au niveau de la cartographie, elle n'était pas très forte. Et comme c'est un petit qui va la solliciter, il n'y a pas de jugement pour lui, il n'y a pas de jugement possible, il est tranquille. Ouais, après Moussac. On peut pas faire une photocopie de ça, bah si. Il était reconnu, lui. D'ailleurs, on le voit presque sur son visage. Et puis ce qui est curieux, c'est que c'est pas à sens unique, parce que c'est Kevin qui dirige les deux autres. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire avec moi. Une grosse engin. Bah attends, on va en avoir une, tu verras mieux. C'est plus écarté. Ah, mais c'est celle-là qu'il faut. Et il y a un moment, il y a un renversement complet de la situation. Et cette fois, Arnaud et Marc, d'un seul coup, ils abandonnent plus ou moins Kevin et ils se mettent à approfondir. Ah oui, ils n'avaient pas compris quelque chose. Ils cherchent à aller plus loin dans leurs compétences pour pouvoir répondre à Kevin. Et cette interaction-là, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme ça que, aussi bien Kevin d'un côté que les deux grands de l'autre, ils vont progresser, avancer dans leurs compétences. Un milieu hétérogène, c'est quelque chose de fabuleux.